Merci. Bon, avant toute chose, il y avait les transitions. Hein. Il y avait les transitions. On était Gros Bill. Merci Gros Bill. Générique, on était bien. Et... J'ai fait une manip, elle a pas marché parce que j'ai oublié un truc. Non mais c'est pas grave, c'est déjà plus propre que beaucoup de réals du JDH. Bon déjà Paul, merci à toi parce qu'il faut savoir que Paul est tout seul ce soir pour faire la réal. À chaque fois, c'est moi. T'as qu'à... Donc qui dit Paul tout seul dit soyez indulgents sur les transis, les passages d'assets, etc. C'est très difficile de faire une émission tout seul. Et c'est Paul qui s'y colle. Bon bah j'espère que vous allez bien. C'est lundi soir. Vous avez échappé à la réal de Yamato avec une caméra sur la régie. Ça a failli être Yamato tout seul en régie qui intervenait dans l'émission tout en réalisant l'émission. Finalement Paul est là pour tenir la baraque. On espère que vous allez bien. Nous ça va pas trop. Il faut savoir que je suis au bout de ma vie, je suis bien malade, que Yamato est bien malade aussi et que Pentaru a déserté l'émission. Il a dit ça suffit. Il n'y a pas assez d'argent, je me casse. Il n'y a pas assez d'argent. La 1070, c'est quoi ça moi, je parlais de Titan, de TI, tout ça. Je veux du HBM, donc il est pas là. Krakou est chez sa maîtresse, il est pas là. Et en fait, l'émission est un petit peu en perdition. Voilà, manque de staff, nous qui sommes malades. Heureusement, en pleine forme. Heureusement, Chrono est venu filer un coup de main. Mon pote Chrono, que vous avez déjà vu 2 ou 3 fois dans l'émission, t'étais venu lors de Salon, il me semble. Exactement. Lors de la Gamescom ou de l'E3. On avait parlé avec toi de Microsoft. Grand spécialiste du hardware, des consoles aussi, finalement. Oui. Je crois que t'es l'un des rares mecs que je connais qui peut parler aussi bien de consoles avec amour que de PC, parce que souvent c'est choisi ton camp, tu vois. Exactement. Non, moi j'aime tout. Il y a je suis pas difficile, moi j'aime absolument tout. Tu aimes tout. Et en fait, en t'invitant Chrono aussi, je me suis dit comme ça, on allait plus nous dire c'est le journal du blanc. Tu sais, on nous sortait ça. Oui. On nous sortait ça. C'est chaque émission. Non mais genre c'est la caution, mais t'es dégueulasse. Ça met un petit peu de discrimination positive dans cette émission, et Dieu sait qu'on en a besoin par les temps qui courent. Voilà. Est-ce que c'est raisonnable? Je raconte, c'est raisonnable. Moi, je suis ravi d'avoir Chrono avec nous, en tout cas, pour parler d'actualité, parce qu'on va essentiellement parler d'actualité cette semaine. Et je sais, oui, voilà, c'était envoyé Yamato depuis tout à l'heure, alors que je parlais. J'ai shutdown les caméras. On va vraiment parler d'actualité parce que le format de l'émission est un petit peu différent avec les absents. On va fonctionner comme ça. Si, petit suspense, en fait, Pentaru sera quand même un petit peu avec nous. On a trouvé une astuce pour qu'il soit un petit peu dans l'émission. Vous vous en rendrez compte dans quelques minutes. Oui, Paul. Les viewers m'entendent pas, donc il faut répéter après moi. Ah, les viewers ne t'entendent pas, Paul, donc je répète après toi. Vas-y. Arrête, je vais jouer avec ça sinon. Si les vidéos de Pantero ont un son de merde, je les coupe. Et on fait ça. D'accord. Ah, c'est-à-dire que tu trouves qu'elles ont un son de merde? Je sais pas. Et si elles ont un son de merde... Bon, on fera avec. C'est Pentaru. Ou alors, tu sais ce qu'on fera? On doublera, on fera un doublage. Ça peut être rigolo ça. Bon, on verra ça. Bon, écoutez, on a perdu 7 ans, si vous le voulez bien. On commence tout de suite le tour de l'actualité de la semaine, et ce sera ça pendant l'essentiel de l'émission avec le Jingle News. Et voilà, c'est parti pour les news de la semaine, le fameux Jingle News que la Terre entière nous envie. Et je vais commencer avec Yamato. La première news, avant toutes les news de la Terre entière, c'est que tu as acheté un Galaxy S7 Edge et que je te félicite parce que ça fait de toi j'ai acheté un Galaxy un membre du club d'élite. Et comme quoi du tout arrive. Je remercie d'ailleurs mon généreux Pintaro pour le bon plan. Il m'a sponsorisé, il a sponsorisé la team RSA qui paye en liquide, attention. Ça échange des téléphones. Pour échapper aux cotisations sociales, la team RSA n'est pas forcément la plus mal lotie au niveau des revenus, parce qu'on triche aux allocs, c'est bien connu, hein, toujours. Toutes les magouilles, cette émission. Donc, non mais, blague à part, le podcast animé par... T'as vu un peu cette Donc blague à part, c'est un excellent téléphone. Tu as un S7, dis-nous juste qu'est-ce que t'en penses, voilà, vite fait avant de passer vraiment. Il fait de très belles photos. Ouais. Il y a Instagram dessus finalement. Mais bon, il y avait sur Windows Phone, mais voilà, il y a Instagram. Je peux de nouveau poster des photos dans mes tweets, ce que je pouvais plus sur l'application Windows Phone depuis la mise à jour en Windows 10. T'avais un Windows Phone, tu t'es fait... Ouais, c'est vrai. Je pouvais plus mettre de photos dans mes tweets. Il y a toujours pas Snapchat, il y a toujours pas... il manquait plein d'applications. C'était un excellent téléphone, mais il n'y avait pas d'application, donc du coup c'était nul. Et puis là, je redécouvre les plaisirs du haut de gamme. Moi qui suis un ancien de la secte iPhone, ça fait du bien d'avoir un téléphone véloce avec un bel écran et tout. Clairement, je suis toujours pas convaincu sur le prix public neuf de l'appareil, mais là, vu le tarif d'occasion intéressant, c'était une affaire, une aubaine que j'ai saisie au vol.
Et finalement, j'ai pu faire de magnifiques photos de phoques au week-end et c'était trop cool. Voilà. Bon, Yamatal, on va rester dans les APN, dans les smartphones, pardon, mais c'est presque plus des APN aujourd'hui. Avec le OnePlus 3. Alors le OnePlus 3 qui apparemment aurait fuité sur un site de vente en ligne. Donc je pense qu'on va rappeler que le OnePlus est un téléphone vendu par une société qui pratique un mode de commercialisation un petit peu alternatif, à savoir que au début il fonctionne par invitation. Donc on a déjà le OnePlus One qui était à l'époque sur le segment des smartphones à 300 euros, assez révolutionnaire à l'époque. Une tuerie. Ouais. Le rapport à 300 euros, c'était ça. Ouais, le rapport qualité-prix était exceptionnel et imbattable, mais il fallait vraiment se lever tôt pour en avoir un. Il y a eu le OnePlus 2, il était un peu plus cher, je crois. Le OnePlus 2 était moins marquant. Oui, il était bien, mais... En fait, il y avait eu un retour de la concurrence sur ce segment qui maintenant est très très concurrentiel, contrairement à l'époque. Mais c'était quand même un bon téléphone. Et là, du coup, il y a le OnePlus 3 qui apparemment ne fait plus d'invites, mais va être disponible à la vente un peu partout. Je pense qu'ils ont augmenté leur capacité de production. Et du coup, effectivement, les capacités du téléphone ont fuité. Alors, normalement, notre ami Paul à l'AREA pourrait nous montrer. Puisqu'on parle d'un processeur Snapdragon 820, ce qui est un peu la norme en ce moment. C'est le haut de gamme. C'est le haut de gamme. Ouais. J'ai pas la photo. Ah, Paul dit qu'il n'a pas la photo. Mais la photo ne marche pas. La photo ne passe pas en régie. Ah, c'est d'accord, dommage. c'est un format de photo qui ne passe pas. En tout cas, donc c'est du Snapdragon 820. Tu sais si l'écran 820. L'écran, ça doit être du 2K. Exactement, enfin c'est du Full HD où il n'y a pas c'est vraiment du 4 Go de RAM, c'est le 4 Go de RAM, ouais. d'IPS. Alors apparemment il y a des modèles qui auraient plus ou moins de RAM et plus ou moins de mémoire interne. Il y a du 32, 64, 128. D'accord. Et le tarif initial est à $379, toujours selon le site marchand qui l'a dévoilé. Donc ils sont vraiment toujours bien moins chers que les autres. Parce qu'un smartphone avec 820 à ce prix-là, oui, c'est du 600 balles normalement. C'est quand même assez intéressant effectivement. Dans donc 379 € seulement. Parce qu'on peut se dire aussi que les OnePlus One et OnePlus 2, enfin surtout le OnePlus One, quand il a été mis en vente au départ avec ce mode de commercialisation un peu particulier, c'était pas pour attirer l'attention vers quelque chose d'intéressant malgré tout, et que maintenant qu'ils ont acquis une certaine base en fait de consommateurs, de fans et aussi une visibilité, qu'ils peuvent se permettre de vendre avec de plus gros moyens de production. Ouais, clairement. Non mais oui, ils ont une bonne technique de hameçonnage quoi. C'est-à-dire que c'était la hype d'avoir OnePlus. Tu vois, comme c'était sur invitation, tu pouvais pas l'avoir. Si je veux l'acheter, c'est quoi ce téléphone ? Tiens, je te donne une invite. Du coup, tu te sens privilégié d'avoir ce téléphone. Des fois, ils ouvraient des ventes flash sans invite jusqu'à telle heure dans la journée et tout. Enfin, ils avaient un plan com assez bien rodé. Après, le produit en lui-même était bon. Il y avait un très bon support de mise à jour, il me semble, parce ils reçoivent encore régulièrement des mises à jour. Les OnePlus 2, par exemple, ils ont eu des passages à Android 6, il me semble. Et du coup, maintenant, franchement, ils sont connus sur le marché, ils sont reconnus pour c'est plutôt des bons téléphones. Donc là, tu nous dis qu'il y en a un qui arrive encore une fois moins cher que les autres. Par contre, j'attends de voir ce qu'ils donnent au niveau fiabilité, parce que moi, j'ai des proches, mon frangin notamment, qui en avait un. Et au bout d'un moment, il a lâché. Et là, je peux dire qu'avec le SAV, par contre, c'est la guerre. Le SAV, c'était la guerre. C'est pas le SAV Apple, tu vois. Forcément, ils ont moins de moyens quand même de ce côté-là et tout. C'est un peu le problème avec ce genre de marques qui grossissent trop vite, c'est qu'en général, tu constates qu'il y a en fait, le SAV est une activité qui revient très cher à une boîte. Et plus tu distribues, plus tu vas avoir effectivement de problèmes à honorer le SAV, puisque tu vas souvent plus grossir dans tes ventes que dans ton SAV. D'accord. Parce que tu veux effectivement marger au plus possible, et c'est très difficile de suivre. Donc, sur le chat, quelqu'un qui nous dit on nous dit le OnePlus 2 est bien et on nous dit le OnePlus One est encore bon, je n'ai pas de souci avec. Bah effectivement, non mais tant que tout marche bien, c'est cool, mais par contre le jour où ton téléphone claque, le SAV est quand même moins bien que chez d'autres grandes marques quoi. C'est surtout ça qu'on dit. En même temps, tu vois, tu compares avec Apple qui ont maintenant des Apple Store, tu prends rendez-vous, t'arrives, le mec il fait le diagnostic, en une demi-heure tu ressors avec un téléphone neuf. Et 300 € en moins. Ouais, ça dépend. Si jamais c'est un problème, bon, bref. Mais voilà, OnePlus c'est un peu plus difficile, c'est sûr. Il y a Papayou FR sur le chat. Alors, 3615 ma vie. Papayou FR, c'est un mec qui fait des dessins, mais fou. C'est le mec qui fait des artworks et tout, jeux vidéo complètement dingue. Enfin, pas que de jeux vidéo d'ailleurs, des trucs fantasy et tout, complètement dingue. Et c'est le mec qui est le dieu de Nioh. C'est-à-dire que Nioh qui dessine déjà extrêmement bien. Quand il voit des dessins de Papayou, il dit mais moi je suis qu'une merde à côté de lui, il est 25 fois plus fort. Donc le mec c'est le Gold Saint du dessin. Donc très très content d'avoir Papayou sur le chat. On enchaîne peut-être avec une deuxième news. Yamato. Voilà, on n'a pas vraiment de date de sortie pour l'instant, mais on se doute que si la feuille fiche produit à leaker sur un site marchand, c'est imminent, comme dirait. Pour très bientôt. De toute façon, s'il a un 820 dedans, s'il sort dans 6 mois, s'il sort dans 6 mois, c'est trop tard. Donc c'est maintenant. Un système de water cooling passif. Alors ça c'est intéressant aussi. C'est Regintech qui a présenté ça au Computex. Donc c'est
passif indique qu'il n'y a aucune pièce mécanique aussi bien à l'intérieur pour faire tourner le liquide que de ventilateur qui permettrait de refroidir le radiateur. En gros, ça fonctionne sur le principe des caloducs dans certains systèmes de cartes graphiques, à savoir qu'avec la chaleur, on est en présence d'un liquide qui va s'évaporer à partir de très très basses températures. Là, on parle de 40 degrés. L'évaporation à 40 degrés, c'est très volatile, effectivement. Du coup, phénomène logique, la vapeur monte, donc elle va dans le radiateur noir qu'on peut voir. Et une fois qu'elle est refroidie, condensation, et elle repasse dans l'autre tube. Concrètement, c'est quoi l'intérêt ? Alors, l'intérêt, c'est d'avoir une machine qui ne fait aucun bruit. Alors, a priori, Regintech parle d'un pouvoir dissipateur sur des processeurs avec un TDP de moins de 100 watts. Donc, on oublie tout de suite les gros hexacœurs, gros octocœurs, mais je pense que sur certains quad-cœurs, ça doit passer plutôt pas mal. Ça, c'est dans la pratique. Alors après, ils annoncent un tarif également à moins de 100 €. Donc, ce qui peut être relativement intéressant. Après, voilà, c'est TDP moins de 100 watts, mais quelle température atteignent les processeurs, on ne sait pas trop, tu vois. Donc, t'es sceptique, faut t'attendre de voir, quoi. Moi, j'attends de voir des tests, des vrais bench par des sites indépendants et tout. Moi, ça m'intéresse vraiment, moi. Plus ton PC est silencieux. Là, pour le coup, c'est silencieux as fuck, puisqu'il n'y a rien qui tourne, en fait. Ouais. Et après, du coup, ils ont dit qu'ils sortiraient également un système pour les cartes graphiques. Alors là, on parle de TDP à 200 voire 300 watts pour certains modèles. Donc, dans un sens, ils ont l'air assez confiants sur leur technologie, mais moi, je demande à voir. En tout cas, je serais ravi de tester ce truc-là et d'avoir un PC complètement silencieux. T'as quoi, toi, Chrono ? Toi qui a changé de PC, il me semble, il n'y a pas si longtemps. Ouais, t'as un ventilo classique ? Non, j'ai un water cooling aussi, mais plutôt classique. Enfin, tu te respectes. Pas passif. Tu te respectes. Toujours. Attends. Ça, c'est Chrono. Chrono, il va être bien dans le journal du riche. Je pense que vous allez voir, il est assez. Et a priori assez ce que les gens disaient au Computex, c'est qu'effectivement, ils avaient des démos par Regintech, et Regintech, ils posaient le truc sur un truc qui chauffait. Et bah, alors, effectivement, comme j'ai vu sur le chat, et j'ai oublié de le préciser, il faut placer le radiateur au-dessus, parce qu'évidemment, si ça s'évapore, tu le mets sur le côté, ben, ça baise un peu le principe. Mais effectivement, les mecs constataient que le processeur est chauffé, et à partir de là, tu voyais clairement, ça coulait d'un côté, et bon, la vapeur, tu la voyais pas vraiment, mais le truc s'enclenchait vraiment, tu avais une circulation qui s'enclenchait, donc c'est... Pourquoi pas ? Ok, en plus le prix a pas l'air délirant, donc... moins de 100 € pour ça, ouais, c'est raisonnable. Après, quand on parle de passif, on s'attend pas à des dissipations de ouf, à des overclocking de bâtard. Donc, pour les gens qui fonctionnent en fréquence stock et qui veulent juste un truc silencieux... Alors ça, c'est un débat qu'on aura peut-être une autre fois, mais je suis pour le stock, mais complètement. Enfin, voilà. Moi aussi. Ouais, toi aussi ? Ah, on est entre gens bien. Bon, on continue avec Microsoft qui n'en finit plus de te mettre Windows 10 dans ton PC, si j'ai bien compris. En fait, il y a eu une news la semaine dernière. Les gens ont constaté, Microsoft, le 29 mai, a publié des graphes comme quoi Windows 10 était enfin le système, le système le plus vite adopté, le plus présent sur le marché actuel. Ah, déjà. Ouais, avec des croissances effectivement. Ils visent les 1 milliard au bout de 2 ans, mais là du coup apparemment le 29 mai, donc il y avait 30,55% de Windows 10 contre 28,25% pour Windows 7 et 11,8% de Windows XP. Bon, ok. Il y a des gens qui sont encore sous Windows XP, tu crois ? Parce qu'il était bien. Tu sais, tout le monde disait ouais, il est bien. Au niveau grand public, ça sert à rien. Mais clairement, quand tu vois les grosses entreprises avec des flottes de PC épouvantables, les administrations aussi, qui ont des systèmes, qui ont des Windows XP, tout ça, si ça fonctionne, t'as aucune raison de changer en fait. C'est un principe. D'ailleurs, c'est un principe qu'on retrouve aussi dans la vidéo, dans la prod vidéo. Quand tu as un appareil qui fonctionne, tu vas pas t'amuser à tenter des mises à jour, changer un truc crucial. Tu joues safe. Donc effectivement, il reste encore des Windows XP dans les administrations et compagnie parce que ça fonctionne, il n'y a pas besoin de changer. D'ailleurs, il y avait même une actualité assez délirante récemment avec dans un aéroport. Ils avaient Windows 3.1. En fait, ça a planté leur système et donc du coup, ça a retardé des vols. Enfin, je sais pas si c'était Orly Windows 3.1. Oui, c'est vrai que l'autre jour, j'ai failli devenir fou avec la Poste. Parce que j'étais allé à la Poste pour faire des démarches, etc. Et en gros, tu sais, à un moment, ça faisait déjà genre 3 quarts d'heure que j'attendais, c'est normal, c'est la Poste. Le PC de la nana plante.
Le PC de la plante, et je te jure que j'ai mesuré montre en main, j'ai attendu 18 minutes que son PC reboot. 18 minutes. Ah ouais, non mais 18 minutes. Et la meuf, elle m'a dit, c'est bon, là, vous pouvez aller prendre un café. Hein. Tu sais, son PC, il a frisé, elle savait ce que c'était. Et donc la meuf, ça lui arrive 8 fois par jour. Elle était sous Windows, genre, ça devait être 95, tu vois, un truc comme ça. Si elle passait chez nous et qu'elle voyait que nos PC boot sur Steam en 15 secondes, peut-être qu'elle changerait. Mais c'était hallucinant, et c'est hallucinant le nombre de, comme tu dis, d'administrations qui sont encore sur des vieux récemment, c'était genre un système d'armement américain pour les missiles nucléaires qui tournait sous un vieux système IBM depuis sa création dans les années 60 ou 70. Et le truc, il n'avait jamais changé. Et il avait un uptime, c'est-à-dire qu'il a tourné genre à plus de 99% sur toute sa truc. En gros, depuis les années où il a été mis en service il y a 40-50 ans, il a été hors ligne, genre même pas une journée, quoi. Pour de la maintenance. Pas mal. C'est ouf. Mais c'est des trucs qui fonctionnent tellement bien, qui sont tellement basiques. Et donc, globalement, quel ressenti vous avez, vous, là-dessus, sur le forcing que fait Microsoft ? Il y a toujours eu deux écoles, j'ai envie de dire. Il y en a qui disent, de toute façon, l'OS, il est gratuit. Microsoft, ça fait de gros efforts pour que tu puisses l'avoir gratuitement. Donc, tu te mets à jour maintenant, t'es tranquille tout le temps. Donc certes ils forcent, mais en même temps t'as pas payé, tu vas pas gueuler. Et de l'autre, il y a des érudits qui disent non, moi j'étais très bien sur Windows 7, pas besoin de changer, je m'en fous, qu'on me force la main, ça me fait chier, et je serais bien resté sur Windows 7 jusqu'à la fin des temps. Donc est-ce que vous avez une position là-dessus ? Moi je serais d'avis, moi j'ai tendance à adopter ce qui est nouveau, donc ça me dérange pas. Mais est-ce que vous comprenez ceux qui disent Windows 7 c'était très bien, pourquoi changer ? Honneur aux roues. Moi je suis team vivre et laisser vivre. C'est-à-dire que moi, personnellement, je l'ai adopté très vite, Windows 10, mais sur une machine, on va dire, de test, sur lequel j'ai eu le temps de me familiariser avec l'OS, d'essuyer un peu les plâtres au niveau des drivers et tout ça, même s'il y en a comparativement à Windows 10, il y en a beaucoup moins. Ce qui dit Windows 10, c'est quand même DirectX 12, par contre. Ouais, mais c'est pas exploité. Bon, Krakou a dit plein de fois que c'était pas fou, mais quand même, voilà, t'as le dernier. Pour l'instant, c'est pas fou. Mais honnêtement, le forcing que fait Microsoft, moi, je trouve ça un peu sale, parce qu'au niveau du grand public, ça donne des machines qui rebootent sans que tu préviennes, qui changent d'OS, les gens sont perdus et tout. Et je suis pas du tout fan de la méthode. Donc voilà, vivre et laisser vivre. Je pense que l'OS. Il a suffisamment de qualité qui parle pour lui-même. Bon, il a des défauts aussi, évidemment, notamment tout ce truc de vie privée et tout. Mais de là à forcer à faire des mises à jour et des reboots. T'as des gens en stream, ils sont en train de streamer leur jeu sur Twitch. Reboot, et là, le stream passe offline et le mec sur Twitter, il vient de lancer la mise à jour Windows 10. Ouais, alors moi, je suis d'accord avec toi sur le principe qui est forcing, etc. C'est un peu sale à chaque fois. Mais par contre, c'est vrai que quand on l'essaie et qu'on voit que ça fonctionne bien, surtout quand on est joueur, franchement, il n'y a pas de raison, comme tu disais, de pas y aller, de pas se laisser aller. Une fois que tu y es, tu te sens bien. Tu te sens beaucoup mieux qu'avant, alors que c'était déjà bien avant. Windows 7, c'était bien. Mais par contre, quand tu fais la démarche de faire le pas, en fait. Mais même quand tu la fais pas, du coup, tu y es. Quand tu la fais pas, c'est ça. Après, moi, je l'ai faite volontairement avant qu'on me force la main. Mais en tout cas, la plupart des gens qui n'ont pas eu de problème, parce que ça peut arriver d'avoir des soucis, sont satisfaits de leur migration, quoi. D'accord. Donc au moins ils ne font pas migrer vers un truc dégueulasse. Moi, j'ai pas le choix, j'ai un loader. T'as un loader. Ah, d'accord, pas le loader. Et en fait, au début de la mise à jour 10, Windows 10, en fait, même les pirates pouvaient, via loader, télécharger la disque et avoir, en fait, quand tu avais Windows 10, avoir une licence complètement legit. Ce qu'ils ont enlevé, du coup, je suis baisé. D'accord, donc Paul est baisé, voilà. Ouais, parce que sans t'as voulu jouer le malin. Je vais pas acheter sans boule un OS. Quoi. Tu t'es fait avoir. Mais honnêtement, je pense que le problème, en fait, c'est les mises à jour forcées sont pas vraiment forcées, c'est juste que c'est des espèces de planification de tâches un peu obscures. Mais dans l'absolu, il y avait tout un boulot d'explication à vulgariser. Pourquoi est-ce qu'il faut passer à Windows 10 ? Quels sont les avantages et tout ? Qu'ils n'ont pas vraiment fait, en fait. C'est ça qui est dommage, en fin de compte. C'est que t'as pas besoin de forcer ton client, t'as juste à lui expliquer les avantages qu'il a à avoir cette mise à jour gratuite. Si t'es un minimum transparent, tu lui dis aussi voilà les inconvénients que ça a. Ça coûte plus cher que de le faire s'installer automatiquement, Yamato. Oui, c'est vrai la pédagogie que du marketing. C'est pas faux. C'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai. Bon, je vais. Juste un truc, vous avez pas parlé d'un truc sur Windows 10, c'est il bouffe beaucoup moins de ressources et beaucoup moins de DD que Windows 7. Windows 10, nous dit Paul, bouffe moins de... Peut-être moins ils m'entendent en fait. Ils t'entendent finalement. Je confirme. Moi, je l'ai installé sur un laptop de 2013 avec un processeur 110 bridge, un 2140M en mobile.
Et honnêtement, le PC, il a ressuscité, quoi. Bon, alors, et si vous n'avez pas Windows 10 et que vous avez des problèmes de mémoire, avec 32 Go, vous êtes tranquille. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour être bien. Et, À un tarif raisonnable. un tarif défiant toute concurrence. Bien sûr, achetez vos barrettes chez Grosville. Voilà. DDR4, voilà, ça y est, on a fait, voilà. on a fait le Ça y est, la tour. totale. Bon, on va accélérer un petit peu, Yamato, Oui, parce que va... finalement, même à 3, comme on discute bien, le temps passe vite. Tu voulais parler ensuite d'un PC modulaire. Ouais, alors c'est un autre Qu'est-ce qu'un PC modulaire? En fait, on avait déjà vu ça avec Razer. J'aurais dû filer des assets. C'est Razer qui avait montré ça il y a 2 ans, je crois. Rendons à César ce qui est. Voilà, un PC qui s'appelait Christine. Constitué de petits Christine. oui, comme la voiture qui tue des gens dans Stephen King. Oui. Ou comme Christine and the Queen, voilà, bon. Et du coup, c'était un PC avec différents... Enfin, c'était un PC basé sur une barre verticale avec des espèces de petits modules en forme de lecteur 5 pouces 1 quart qui contenaient le GPU, la carte graphique, le GPU, le processeur, pardon, les cartes additionnelles et tout. Et en gros, c'était un PC modulable. Tu pouvais changer le CPU juste en swappant le truc. Et bon, c'était sympa. Et du coup, Rogue, pour un peu l'anniversaire de sa marque, a décidé de montrer un prototype au Computex, où c'est une espèce de petite tour mini-disque. Oh, la bravo, régie, Paul. gros level. En temps réel, il est parti chercher l'asset. Voilà, donc ça, c'était Christine. Et là, du coup, on a le Avalon de Rogue, qui est un Attends, proto. maintenant, je suis baisé. Le Avalon de Rogue, donc vas-y, décris-le-nous. Et donc du coup l'Avalon de Rogue qui est un espèce de mini PC pareil en mini TX. En gros voilà, donc c'est un gros bloc avec plein de parties qu'on peut enlever, qu'on peut démonter. Bon là ils ont fait la totale avec le système de water cooling et tout. Ah, j'aime bien voir ça. Et du coup on a des baies modulables à l'avant, on a des baies modulables sur le côté, on a des baies modulables à l'arrière pour changer la connectique à l'arrière du PC. Est-ce qu'on veut une connectique pour prendre en compte les casques VR, une connectique pour la maison, une connectique pour le jeu, une connectique pour Media Center? Le PC à la carte, vraiment Voilà. encore plus à la carte que les autres. Exactement. En fait, surtout plus accessible, en tout cas dans l'idée. Ouais. Par exemple, c'est un Lego, quoi, en fait, finalement. C'est ça. C'est déjà facile aujourd'hui de monter son PC, mais alors là, tu auras potentiellement pas grand-chose à faire. Et à un prix défiant toute concurrence. Ah oui, non, mais moi je pense on est face à un tarif vraiment raisonnable. Mais Complètement raisonnable. Dans l'absolu, après, le design est un petit peu émergent, hein, soyons francs, mais parce que là, on a plus l'impression d'avoir un radiateur. Bah le Razer l'idée, était quand même plus choupi. Sobre. Non, ouais. Non, mais ça ressemble aux vieilles platines CD à triple CD. Oui. Il chénifie à l'ancienne. Ouais, c'est vrai. Ouais, T'as connu ça, toi, Paul? Non, T'as mais, connu ça? J'ai pas 10 ans non plus. Hein. T'as connu ça, Polo? Mais ouais. Ah ouais, c'est J'ai vrai. 25 quand C'était même, pas hein. déjà le Blu-ray, toi? Non, j'ai Ah non, moi j'ai 25 ans, je suis pas. Ah, je te Calme-toi, charrie. calme-toi. Je te charrie. Donc voilà, bon, pas de prix donc pour ça encore. Bah non, mais non, c'est un proto, on sait même pas si ça sortira dans le commerce. En Ok. fait. Allez, on enchaîne parce qu'on a pris du retard du coup, ce qui me va plutôt bien. On va parler moniteur évidemment, Ah, on va parler alors là- imagerie avec là, Yamato. Là, voilà, cette news est dédicacée à Pintaro. Ouais. Donc Pintaro qui a déjà envisagé le Tri-SLI de 1080 Ti quand elles sortiront. Asus a pensé à toi et vient d'annoncer un écran Ultra HD à 144 Hz. Oh merde. Voilà. Donc, tu vas pouvoir profiter de jeux extrêmement fluides jusqu'à 144 images par seconde En sur 4K. ton Tri-SLI 2080 Ti en Ultra HD Ah, c'est bon. avec l'anti-aliasing. C'est super important. C'est génial. Par contre, je tiens à faire une correction. Ça n'existe pas, le Tri-SLI de série 1000 quelque chose. non, Ah, bah, c'est vrai. que du SLI. Ah C'est que du merde, SLI. C'est que du Pintaro, SLI. comment on va faire? Ah bah il va être frustré. Ah bah grave. Bah pourra merde. pas. Merci Chrono. Bah, je Merci t'en prie. Chrono pour cette non, voilà, précision. Chrono, Ah la oui. rigueur, Ah l'expérience. bah voilà, là on voit que. Exactement. Et donc du coup, c'est une dalle IPS. On appelle ça du HVA, mais en fait c'est l'IPS de Eoptronics et c'est l'avantage avoir un meilleur taux de rémanence que la concurrence. Alors en l'occurrence, pour l'instant, la majorité des dalles IPS proviennent de Samsung. D'ailleurs, la technologie IPS de Samsung s'appelle le PLS. C'est super bien. drôle. C'est très C'est drôle. bon, ça, Moi, je le trouve ça très PLS. drôle. Ok. Et effectivement, LG aussi qui fait beaucoup de dalles IPS. Mais voilà, là, c'est Eoptronics qui a toujours été réputé pour faire des dalles plus rapides que les autres. Moi, j'aime beaucoup Eoptronics d'ailleurs. Et du coup, voilà, 144 Hz, Ultra HD. Donc, c'est du DisplayPort 1.3. Donc, il faut des cartes graphiques de dernière génération. En l'occurrence, la 1070, la 1080, mais aussi la 480. Attention. DisplayPort 1.3. La fameuse. Oui, on en monsieur. reparlera tout à l'heure. Mais du coup, voilà. Ok, 144 Hz. on termine presque parce qu'on a deux trucs à Yes. aborder encore avec le vidéo proche UHD. Ah, alors C'est ça, pour l'Arena, ça, c'est Ça, ça c'est la banane. Ça, C'est c'est la pour- c'est banane. Il faut savoir que c'est très difficile à l'heure actuelle de faire des vidéoprojecteurs en Ultra HD. Parce que c'est des matrices en fait toutes petites dans les vidéos proches qui ensuite, quand on passe de la lumière à l'extérieur, ça fait d'une grande image. Mais du coup, miniaturiser l'Ultra HD, c'est très difficile. On l'a bien vu, là, il commence à peine à y avoir des protos de dalles Ultra HD pour les smartphones. Et ben là, du coup,
Acer s'est pas démonté, a annoncé. Alors, il y a déjà Sony qui en font, mais les projecteurs Sony, ils prennent la table qu'il y a devant nous pour idée de la taille. Donc, c'est déjà un peu moins difficile à miniaturiser. Mais du coup, là, Acer vient d'annoncer un vidéoprojecteur de salon qui ferait de l'Ultra HD. Sauf que, en fait, c'est pas vraiment de l'Ultra HD, puisque, en fait, c'est on va dire un écran de 4 millions de pixels avec de l'interpolation, histoire d'en avoir 8 millions et de faire de l'Ultra HD. Donc c'est de c'est comme à l'époque du 1080i et du 1080p. Pas exactement, mais presque. Ça, oui, c'est similaire. Ouais. En gros, c'est comme certains projecteurs 720p qui pouvaient prendre une source 1080p et l'afficher. Voilà, c'est de l'interpolation. Donc, quitte à dépenser un bras pour avoir de la vraie 4K sur vidéo proche, vaut mieux attendre un petit peu. Vaut mieux balancer les 6000 balles dans un modèle Sony qui fait de la vraie 4K. Il fait l'Ultra HD. 6000 balles. 4K. Ouais, t'as des modèles à 6000 balles. Ça, c'est pas aussi cher que ce que je croyais. Pour de la 4K. Pour de la 4K. Non, pour de la 4K sur vidéo proche. Ouais. Tu vois, vu combien on a payé sur la dernière. Enfin, voilà. Mais pour les avoir eu en test, en plus, les modèles Sony sont vraiment excellents. Mais c'est des modèles semi-pro. C'est pour les pintaros qui veulent se faire leur home cinéma à la maison, mais leur vrai home cinéma, tu vois. C'est pour Pentaro. Exactement. Faudra un label. Donc là, c'est du DLP. C'est la technologie qu'on retrouve dans la plupart des vidéoprojecteurs actuellement. Il y a deux technos, c'est Tri-LCD et DLP, mais le DLP est la plus répandue. Et du coup, ils annoncent également un bruit très limité de 20 décibels, sachant que la plupart des vidéoprojecteurs actuellement sont plus souvent entre 30 et 40 décibels, voire même 40-50. Donc on pense que c'est un projecteur avec une LED à la place d'une lampe classique. Donc ça chauffe moins, ça bouffe moins, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais c'est peut-être un peu moins lumineux et les couleurs sont souvent moins justes sur les LED pour l'instant. Donc voilà. Il n'y a pas vraiment de prix. Ah si, 7 000 €. Ben, c'est plus cher que les modèles Sony et il y a peu de chances que ça soit aussi bon. Ah d'accord, donc tu conseilles plutôt le Sony. Ça tranche de prix, oui, clairement. Bah alors mon petit Yamata, avant de passer à la pause et aux autres rubriques, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de test que des news aujourd'hui, mais c'est faux. Parce qu'on a quand même reçu il y a quelques jours à la Reddac, et c'est Nio qui en a profité, mais tu l'as aussi essayé. Ouais, ce graphiste de droite. Un moniteur LG assez gigantesque et assez particulier. Est-ce que, je crois, mon petit Paul, que tu as quelques visuels, est-ce que tu peux le montrer? Donc c'est un. Regardez Nio, voilà. Nio pris en flagrant délit avec Monsieur MV de Rocket League sur les heures de travail, bien évidemment. Exactement, toujours. Et donc il a essayé ce moniteur LG, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 34 UM67. Il cherchait l'inspiration pour la création graphique d'une OPSP. C'est un moniteur LG donc en 21.9 qui on a déjà montré plusieurs des moniteurs de ce type-là. On a montré un Acer, un Asus ROG il y a quelques mois. Des écrans à mais là c'est pas exactement la même gamme de produits. Non, alors là du coup donc on est en présence du 34 UM67-P. C'est précis. -P. Voilà. Qui est un écran FreeSync, donc la technologie de framerate variable, de rafraîchissement variable de AMD, basée sur la technologie ouverte du DisplayPort Adaptive Sync. Du coup, il permet effectivement de faire varier son framerate en temps réel par rapport aux performances de ses jeux. Alors, il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il fait une diagonale de 34 pouces. La deuxième, c'est qu'il a une définition de 2560 par 1080. Donc déjà grosse différence par rapport au Asus ROG et au Acer Predator. Il était en 3440 par C'était quasiment du 4K et c'était du G-Sync. Là on est en AMD FreeSync et la résolution est un petit peu plus basse. Exactement. Donc ça va se traduire effectivement par un tarif beaucoup plus accessible puisqu'il est aux alentours de 500 €, je crois. Il a moins de 500 balles. Il a 450 € seulement. Et là le chat se fout de ma gueule, mais j'insiste parce que moi quand je l'ai vu arriver, je pensais qu'il coûtait encore 1000 balles comme les autres. Ouais. Donc là c'est moins de 500 balles, ça devient accessible au commun des mortels et en contrepartie il a une résolution un peu plus basse, mais donc c'est une dalle IPS, donc des bons angles de vision bien nécessaires pour une dalle de cette taille, qu'en général on a le nez dedans. Pas vraiment hyper active, mais FreeSync permet d'améliorer ça un petit peu. De toute façon, de nos jours, franchement, jouer sur une dalle IPS, c'est plus vraiment un problème, il faut être franc. À moins d'être un vraiment hardcore gamer du Nord et de vouloir avoir la dalle la plus rapide du monde. Pour le commun des mortels, pour Rocket League, c'est amplement suffisant. De toute façon, de base, tu joues pas en FPS sur un écran aussi grand. Non. Alors pour les MMO, je crois que WoW est compatible. Voilà, c'est mortel d'avoir autant d'infos à l'écran. Il y a pas mal de jeux qui commencent à le gérer. Paul, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, c'est moi qui t'ai coupé. Donc il y a pas mal de jeux qui commencent à le gérer. Mais voilà, c'est ce genre d'écran qui va être très sympathique pour les simulations automobiles. Les simulations spatiales et aériennes aussi, jouer à un flight simulator. Alors on se fait chier pendant 7 heures,
mais pour un Paris-New York, mais on se fait chier en écran large, voilà, quand même, et puis on négocie bien son atterrissage, c'est cool. Et aussi sur les jeux un peu contemplatifs, notamment The Witcher 3 ou bien même Watch Dogs, parce que mon frère, il a un écran. Mais The Witcher 3 le gère, c'est génial. En fait, la plupart des jeux aujourd'hui le gèrent, ceux qui sortent depuis 1-2 ans. Par contre, Blizzard, eux, leur jeu ne le gère pas parce que l'aspect compétitif peut se retrouver un peu... entre guillemets. Bah oui, pour le mec qui a une meilleure vision que son adversaire, si tu vois t'as un plus large, plus large sur Overwatch, notamment, sur Overwatch, ça fonctionne sur les pas. côtés. Mon frère, il a un écran de cette, enfin un 21e. Et donc t'as des bandes. T'as des bandes noires sur les côtés. À gauche. Ouais. Par contre, j'insiste pour le surf. J'ai vu des gars qui disaient autant avoir un bi-écran, etc. Pour le surf, c'est extrêmement agréable. C'est-à-dire que tu mets 2 navigateurs côte à côte, tu les ouvres, tu peux surfer sans problème. Tu fermes jamais de la journée et t'as pas à avoir les 2 écrans et donc les 2 prises HDMI, les 2 prises de courant, tu vois, côté câblage ça et tout, c'est beaucoup plus clean. Ça a des bons côtés. Moi, quand j'étais sur la Serre Predator et que je suis repassé, non, c'était l'Asus, et que je suis repassé à mes 2 écrans. Ah, c'est ce jour-là où t'as pleuré doucement pendant la moitié de la journée. J'ai pleuré. Voilà, on entendait on m'entendait sangloter dans le fond de l'open space. Non, on s'y habitue. En fait, on s'y habitue. Voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi, personnellement. Voilà. Et celui-là, du coup, est un petit peu accessible. Ouais, voilà. Oui, effectivement, il est plus accessible que la plupart des 34 pouces, même si la définition est un peu moins élevée. Alors après, LG a bien soigné sa prestation. Bon, c'est une dalle IPS, on a un contraste de 1000:1. Dans le noir, c'est pas terrible, mais pour une utilisation classique, ça passe très bien. Il est calibré en usine. À ce tarif-là, c'est suffisamment rare pour être précisé. Explique un peu ce que ça veut dire. Ça. En gros, c'est-à-dire qu'ils font un calibrage en usine de la dalle pour essayer d'avoir les couleurs les plus fidèles possibles. Sachant que, alors, ils sont assez sympas puisqu'ils te filent un papier comme quoi il est calibré en usine et ils proposent un delta E. Donc, alors le delta E, c'est une valeur, en fait, plus la valeur est faible, plus la couleur est proche de la couleur de ce qu'elle devrait être. En fait, plus le rendu est proche de la couleur que ça devrait être. Et donc, un delta E, ils disent que de base, il est inférieur à 5. Mais dans la plupart des tests et sous ma sonde également, on avait un delta E inférieur à 3, sachant que la dérive colorimétrique entre la couleur idéale et la couleur affichée n'est pas perceptible au-dessus de 3. Tu m'as déjà perdu là avec ta dérive colorimétrique. Est-ce qu'il a des belles couleurs ? Il a des couleurs très fidèles. Il a des couleurs très fidèles. Bon. On ne voit pas la différence avec la tête. Tu as un nuancier et tu as la couleur à côté à l'écran, tu vois pas la différence. Ok. Donc voilà, en tout cas pour le prix, par rapport à ce qu'on a montré. Donc pour un graphiste de droite comme Nio, c'est très bien. Et surtout en fait pour ceux qui étaient intéressés par ce format qui est très particulier, il y a des bons et des mauvais côtés, mais voilà, on avait montré des écrans à 1300 balles. Là, il y a celui-ci qui est à 450 balles et qui est, à mon sens, en tout cas plus intéressant. Voilà, quand on n'a pas 1300 balles à mettre, le prix d'une barre de son dans un écran. Quoi. Si on veut jouer en écran white sur Euro Truck Simulator pour faire Paris-Béziers en moins de 3 heures, ouais, c'est pas mal. Bon, on a assez parlé comme ça, c'est déjà l'heure de la pause. On revient dans 3 petites minutes pour passer à la suite de l'actualité dans le JDH. On fait des bisous, à dans 3 minutes, bougez pas. Il y est dans tout. Il y a Mato qui nous chante le générique. Le lundi soir, je me couche, j'ai dans la tête. Le petit bruit de fond là. Mais oui. C'est fait par Nio tout ça. C'est Nio qui a choisi tout ça. Voilà, de retour dans le JDH pour parler de l'actualité. Cette semaine, émission un petit peu spéciale parce qu'on est en effectif réduit avec Yamato, toujours en forme, toujours aussi barbu, toujours aussi velu même. Je veux dire, il y en a partout. On sait plus quoi en faire. Et Chrono. Tout à l'heure, on a qualifié ma barbe de dégueulasse. Alors, je suis pas d'accord. Je la tolère pas. Et Chrono qui nous fait l'amitié de venir pour cette émission. Voilà, on espère que ça se passe bien. Chrono, t'es content d'être là ? Super. Tout va bien comme à la maison. Comme à la maison. Chrono qui nous parlera en fin d'émission. Je tease un petit peu, mais Chrono qui est depuis peu l'heureux possesseur d'une 1080. Et qui nous expliquera en quoi ça a changé sa vie. Et ça change la vie d'avoir une 1080. Grosse pression. Ouais, il nous parlera de ça en fin d'émission. On va passer à mes news, forcément les plus intéressantes, puisque ce sont les miennes. Je sais pas si Paul est retourné en régie parce qu'il est venu régler un truc, mais je voulais commencer par une news qui me fait plaisir et qui va aussi beaucoup parler à Penta Rouge. Je sais pas si Penta est toujours sur le chat, mais il est en train de partir à l'aéroport là. Mais Bose, oui, il est en train de faire sa valise. Bose a enfin sorti son Bose Quiet Comfort 35. On a déjà parlé du Quiet Comfort 25, qui est un casque que quasiment tout l'open space, enfin beaucoup de gens dans l'open space de Webedia ont. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Non, pas Paul. Paul, il est jaloux. Non. Parce qu'en fait, laissez-moi vous rappeler un petit peu pour ceux qui débarquent. Bose, c'est une marque de pisseuse. Que le Bose
Paul, que le Bose Quiet Comfort 25 est un casque à... C'est incroyable, on l'a vu, réduction. Fred il l'avait, puis d'un coup tu t'es retourné, il y en avait 5 ou 6 qui l'avaient. C'est ça, en fait tout le monde l'a pris. C'est un casque à réduction de bruit active, c'est-à-dire que quand vous le mettez... je me sens tellement seul avec mes intras Bose à réduction de bruit active. Vous avez un petit bouton, et voilà, la réduction de bruit active s'active, et vous avez plus de bruit autour de vous, ou presque, c'est-à-dire que vous voyez le brouhaha qu'il y a toujours dans le train, dans l'avion, dans un open space, etc. Vous entendez plus le bruit des gens, et c'est extrêmement reposant. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez l'impression d'être dans, je sais pas moi, chez vous au calme, et vous entendez plus les gosses qui braillent, t'entends plus Lucie Kno qui braille surtout, les bruits des gens qui se plaignent, qui discutent, qui parlent fort. C'est un régal. Donc voilà, le Bose Quiet Comfort 25 fait ça. C'est un casque qu'on est nombreux à posséder au boulot. Et là, le modèle sans fil arrive. C'est-à-dire que là, vous avez le casque ultime. Voilà, il y avait Cell 2, et là, il y a Perfect Cell. Voilà, moi j'ai Cell 2, donc je suis un peu guaqué maintenant. Et Pentaru, il va aller aux États-Unis et il va ramener le Bose Quiet Comfort 35. Et je crois que j'ai vu passer le prix sur le chat. Il va l'acheter. Ne le dis pas. Je garde pour la fin parce que c'est surprenant. Et du coup, en fait, ce casque, pourquoi j'en fais des tonnes là-dessus, c'est que chez Bose avant, vous aviez soit un casque sans fil mais sans réduction de bruit, soit un casque avec réduction de bruit mais à fil. Là, en fait, Bose, qui est malin dans son marketing, enfin, et dans ses planifications, a sorti d'abord le modèle 1, le modèle 2, et là ils vous sortent le modèle ultime pour vous forcer à racheter entre guillemets peu de temps après. Donc moi je me suis bien fait avoir, j'ai acheté au mauvais moment. Si vous voulez, si j'avais su, j'ai pas été assez patient et j'aurais peut-être dû attendre celui-ci. Mais maintenant, celui-ci arrive et il a l'air assez ultime. Du coup, voilà, il est sans fil. Vous pouvez bien sûr fonctionner en filaire. Ça annonce un meilleur son aussi. Il n'y a pas juste le sans fil, ça annonce un meilleur son. À mon avis, ce sera pas la révolution, mais ça devrait être encore mieux que ce qu'il y avait précédemment. Il faut surtout parler autonomie. Ça annonce de 20 heures à 40 heures d'autonomie en fonction que vous activez la réduction de bruit ou pas. Et moi, je suis très très curieux de voir ça parce que si vous voulez, sans fil plus réduction de bruit, ça fait vraiment beaucoup de ressources. Faut voir si le casque tient bien la charge. Si c'est le cas pour moi, ce sera vraiment le casque ultime. Oui, Paul. Ce qui fait très peur. Enfin, moi, je suis pas un gros fan des Bose niveau son. Oui, niveau son. Ouais. Par contre, niveau réduction de bruit, c'est vrai que c'est ouf, etc. Le truc qui me fait peur, c'est que plus tu mets d'électricité à côté de câblage son, bah, plus ça fout la merde. Du coup, j'espère qu'ils ont bien isolé la partie batterie et la partie retransmission de son. Surtout qu'en plus, c'est du sans fil, du coup. Et puis, les casques Bose sont pas non plus super gros. Et moi j'ai très peur de ça en fait. D'accord, bah écoute, justement, du coup, The French Journalist Pentaru va aux États-Unis pour faire du journalisme, hein, vous savez, c'est Pentaru. Et il va aussi ramener ce casque-là, et je pense qu'on en parlera dès son retour, mais peut-être même la semaine prochaine. À l'inverse, ils ont également annoncé donc les nouveaux Intra Bose, les QC30 pour cela. Donc c'est une espèce de tour de cou. Les petits intras, ouais. Et moi j'ai entendu de sources internes sur des sites high-tech de tests à l'oreille très 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 précises et compagnie que cette nouvelle version était loin d'être convaincante par rapport à la précédente. D'accord. Ouais, bon, alors on verra ce qu'en disent des audiophiles. Et dernier point, donc peut-être qu'ils voulaient me rassurer sur l'achat de mes intras de la génération d'avant. C'est ça. Dernier point, donc ce casque Bose 35 coûtera $380. Attention. Non, mais acheter le parodique à ce mais c'est toujours pareil. Ce qui n'est pas si cher que ça. J'ai très très mal. Ce qui n'est pas si cher que ça, puisqu'il est à la fois sans fil et avec réduction de bruit. Non mais t'achètes un DT770, c'est un très bon son, ça coûte 170 € sur Thomann, tu l'as en 3 jours. Bon, après c'est moins réduction de bruit, mais ça reste pas mal. Ouais. Sinon, t'achètes le parodique si tu veux du sans fil. Voilà, sur le chat, je l'ai lu. Gekou le vagabond, c'est raisonnable et moderne. Mais il coûtait 300 balles le précédent. C'est moderne. C'est moderne. C'est raisonnable et moderne. Bon, on a assez parlé de Bose. On enchaîne rapidement avec une bonne nouvelle sur le Play Store. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous achetez beaucoup sur le Google Play Store. Bah non, parce que toi, tu as Windows Phone Chrono. Mais maintenant que tu es chez Galaxy, chez Samsung Galaxy, Yamato, ça va t'intéresser. On va pouvoir se faire rembourser sur le Play Store ses achats pendant 48 heures.
Ce qui est vraiment chouette. Vous savez que c'était le cas au début, après la durée a été raccourcie, etc. Maintenant, quand vous achèterez un jeu sur le Play Store, vous aurez 2 jours entiers pour vous le faire rembourser. Est-ce que tu peux micro-payer sur Clash Royale et te faire rembourser une fois que t'as dépassé un certain score? Alors ça, malheureusement... je pense pas. Ça, malheureusement, je pense pas. Je trouve quand même que c'est très, très chouette. C'est-à-dire que si vous avez acheté une appli, un jeu, etc., que vous n'avez pas le temps de le tester à fond tout de suite, voilà, vous pouvez changer d'avis. Vous avez le droit de changer d'avis. Regardez, j'ai choisi cette page, voilà, bien évidemment, parce qu'il y a tous mes jeux de la vie, hein, Clash Royale, Candy Crush, DBZ, voilà, une fois que t'as ça. Il y a 3/4 des jeux gratuits. Ah, et le jeu de caisse en dessous, là. Oh putain, comment il s'appelait celui-là? J'ai joué à ça, mais des milliers d'heures. Le truc où tu conduis la bagnole là. Non, mais ça je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai joué. Laisse tomber. Il y a même l'Uncharted. Il y a même l'Uncharted Hill Climb Racing. Ce truc, il est génial. Il a un moteur physique de ouf. Et donc voilà. Donc si vous achetez un jeu, la bonne nouvelle c'est que si vous êtes un petit peu malin, vous pouvez aussi vraiment doser un jeu et vous le faire rembourser. Donc si vous êtes un petit arnaqueur, vous pouvez vous lâcher et faire ça. Le truc c'est que par contre, pour aller au bout jusqu'à 48 heures, là il faudra directement contacter le créateur du jeu. C'est pas un simple bouton. Tu vois, tu peux pas dire je finis le jeu, bim, j'appuie, je me fais rembourser le jeu. Il y a une petite démarche un peu plus complexe qu'avant, c'est pour éviter les abus, je pense. Maintenant, quand même dans l'esprit, je trouve que c'est très 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 cool de faire ça parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'applis, ça va permettre de tester des choses, d'être moins frileux sur les achats et au final, bien sûr Google n'est pas fou, de développer quand même le business parce que malgré tout il y a de plus en plus de gens qui vont acheter parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire je peux me faire rembourser et au final si l'appli est bien tu gardes l'appli et tout le monde est content. Donc du coup c'est pas le créateur qui donne son aval pour pouvoir se faire rembourser. Ah, j'ai compris que c'était global. Peut-être qu'il y a, écoute, je vais me renseigner, peut-être que tu as le choix. Je sais pas si c'est standardisé ou si tu as le choix. Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve la démarche dans l'ensemble très positive. Je sais pas ce qu'en pense le chat. Le cancer du gaming et le chat, super. Ok, donc de toute façon, on parle de toi en fait. Ah oui, d'accord. Bon ça va. Si ça parle de moi, c'est bon. J'ai l'habitude. On continue avec une mesure. Que j'ai trouvé ça assez rigolo parce que ça me concerne complètement. Une mesure qui va être prise en Australie. Ils vont tester le marquage au sol. Regardez avec ce panneau. Faites attention quand vous marchez. Je ne sais pas comment vous consommez la data et les réseaux sur votre smartphone. Mais moi, je suis complètement coupable. C'est-à-dire que quand je suis dans la rue, je fais partie de ces zombies, vous savez, qui dans les transports, dans la rue, etc. Alors, c'est super ont le nez rivé sur leur téléphone. Et en fait, ils se sont rendus compte en Australie qu'il y avait des accidents à cause de ça. J'ai été témoin d'un accident dans le cadre de mon travail. Vas-y, explique. On reçoit des images de partout dans le monde. Je travaille chez TV5 Monde. Hein. Je rappelle que Chrono travaille chez TV5 Monde. C'était le 29 décembre dernier. J'ai reçu une image d'une agence de presse chinoise qui montrait une femme qui marche avec son téléphone et qui tombe dans la flotte et qui meurt. Quoi ? Elle est décédée. À mon avis, elle a été hydrocutée parce qu'il faisait très froid. Mais en tout cas, elle est tombée dans la flotte, elle n'est pas ressortie. On a retrouvé son corps 2 jours plus tard. Elle s'est noyée, quoi. Elle est morte, net. Wow. Donc c'est pas mal comme démarche. Et en ce moment, avec la crue qu'il y a, faut faire attention, tu vois. Même en France, faut faire attention. Faut me faire gaffe. Donc, news malheureuse. Et du coup, voilà, en tout cas, en Australie, ils prennent ça très au sérieux. Et ils vont carrément tester des affichages au sol. C'est-à-dire que voilà, pourquoi mettre les pubs, les signalisations, etc. en l'air si tout le monde a le nez sur son smartphone et comme ça. Donc peut-être qu'il vaut mieux avoir des infos sur la circulation, etc. Peut-être même des publicités plus tard, pourquoi pas au sol, parce que les gens regardent leurs pieds et leur téléphone en permanence. Est-ce que je suis vraiment le seul accro à ça, ou est-ce que vous êtes comme ça? Moi, je sais pas vous, mais toi, si je sortais pour rentrer chez moi en métro, j'aurais le nez dans mon smartphone pendant tout le trajet. C'est vrai que ça m'arrive, mais j'évite de le faire dans la rue, puis j'évite maintenant globalement par rapport à mon entourage de trop me plonger mon téléphone. Mais j'ai lu un article aujourd'hui sur le l'Obs, hyper intéressant, sur un mec qui a quitté Google. Et en gros, son métier chez Google, c'était de trouver des moyens de te faire prendre ton téléphone à n'importe quel moment, en fait. À n'importe quel un moment où, tu es dans la file d'attente, tu te fais chier dans un film, tu te fais chier avec des gens et tout. Tu prends ton téléphone et en fait, il y a plein de boîtes qui ont une personne dédiée à ça. Comment est-ce que je vais l'accrocher sur mon application ? À ce moment-là. Sur mes articles de journaux. Et comment est-ce que je vais lui faire regarde, ta vie c'est de la merde, à tel instant tu te fais chier, prends ton téléphone, genre tu marches dans la rue, tu regardes ton téléphone, t'as des trucs qui vont te paraître intéressants, du clickbait, des fonctionnalités sur une appli, tout ça. Et c'est hyper intéressant en fait, et c'est presque flippant.
Sinon, si... Tout est fait pour que tu sois accroché à ton téléphone quand t'es dans la rue, quand t'es avec des gens où tu te fais chier, tout ça. Mais c'est clairement une réalité. Et après, moi, si vous êtes comme moi et que vous avez ce genre de problème, vous passez simplement chez Free. Et comme vous avez jamais de réseau, vous êtes tranquille. Vous serez guéri quasiment immédiatement. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant que l'Australie pense à ça. Je vais juste parler, on a déjà parlé dans cette émission plusieurs fois, mais juste voilà, pour le plaisir, montrer en fait les specs du prochain processeur de Pentaru. C'est le Intel 6950 X, voilà, et big up à Marc de HFR, parce que le screen je l'ai pris chez lui, donc allez sur hardware.fr si vous voulez plus d'infos. C'est ouf. On a les performances. J'en veux un. On a les performances du monstre, c'est-à-dire que ce processeur, je le rappelle, Bill, si tu m'écoutes, s'il te Gros plaît. Bill, envoie-le nous, on va le tester. Et du coup, le garder. Donc là, c'est la moyenne applicative dans 3D Max, voilà, traitement de vidéo, etc. C'est pas dans les jeux, là, c'est que sur les grosses applis professionnelles, si vous voulez. Et on voit la différence. Donc vous avez une petite idée. Est-ce qu'on peut remonter, Polo ? On a une petite idée de ce que donne, par exemple, un AMD, voilà. Je vais dire, ma foi, tout à fait correct avec cet AMD-là. T'es bien, tu vois, le i7 2700K. Il y a encore plein de gens dans le chat qui ont ça, c'est les Sandy Bridge, cette génération, qui fonctionne encore très bien. C'est un bench sur une moyenne sur les applications professionnelles. 3D Max, 3D Studio Max, je sais pas, les premières, voilà, ce genre de trucs. Putain, le 3770K, il fait jeu égal avec le 1350 ? Il est temps que je change change de ouais, pros, mec, hein. Et donc remontons, Paul, tout doucement. Tu vois, le 4790K, qui est un pros que beaucoup de joueurs ont, parce que pendant très longtemps c'était le meilleur rapport puissance-prix. Donc tu vois, mine de rien, il est que là. Donc là, on va continuer à monter. Le i7 920, je reviens pas qu'il soit là parce que c'est un très vieux pros. Ça me semble un peu bizarre. On continue à monter. Voilà. Ensuite, vous avez. En fait, c'est classé par corps. Ah bah oui, c'est pour ça que je suis bête. Par 4 corps et après t'as le 6 corps. C'est pour ça que je suis bête. Ok, merci beaucoup Polo. Donc le 4960X, c'est ce que j'ai moi. C'était un processeur très haut de gamme, mais d'il y a quelques années. Moi, le 5820K, c'est ce que j'ai. Donc toi, c'est ce que t'as. Donc tu vois, tu es au-dessus de moi avec un processeur que t'as payé que 450 balles, je pense. Même pas. Alors que le 4960X, il valait 1000 balles quand il est sorti. C'est un bon plan, 5820K. On continue à monter. Le 5960X, qui était l'ancien haut de gamme, très haut de gamme, donc de chez Intel, qui se retrouve quand même bien distancé par le 6950X, qui est monstrueux, c'est violent. Qui va coûter. Donc Polo, je crois que j'ai un autre visuel là-dessus avec un tableau de spec. Voilà, et donc là tu peux peut-être dézoomer un peu. Donc là vous voyez les différences. Vous avez ce pros-là qui a donc 10 vrais cœurs physiques. C'est monstrueux. Non mais le TDP est pas énorme. Et il consomme pas tant que ça. Non mais c'est complètement fou. C'est le processeur du futur. Watts, donc voilà, il coûte 1723 $. J'ai envie de dire. C'est moderne. J'ai envie de dire c'est un prix moderne. C'est comme ça que je qualifierais ce prix. C'est très moderne. C'est un prix moderne pour un processeur moderne. Donc voilà, 10 cœurs physiques, 20 threads. Et par contre, si vous voulez pas claquer autant d'argent, vous avez alors celui de juste en dessous qui pour moi est très intéressant. Celui de juste en dessous qui coûte 8000 balles, j'ai envie de dire comme avant, avec 8 cœurs. Avec 8 cœurs, c'est un 8 cœurs en dessous. C'est un 8 cœurs. C'est un 8 cœurs. C'est un 8 cœurs, non mais c'est un 8 cœurs, mais il est quel socket par contre 2011 V3 Voilà. Voilà. Oui. Et notez quand même les 25 mégas de cache. Attention, titanesques. ça c'est le prix, fournisseur pour 1000 unités achetées. Ah ouais, merde, ça veut dire que ça va être plus c'est cher. pas le prix final en boutique. Ah donc ça va être 2000 balles. Bah ouais, voilà. Ça va être 2000 balles. Ouais, bah après, tu veux le haut de gamme, mon gars, tu mets le prix. Bon, blague à part, même pour le haut de gamme, aucun joueur n'a besoin de ça. Hein. Non, il faut. Alors, aucun joueur n'a besoin de ça. Moi, personnellement, j'ai besoin. Je suis complètement d'accord. Par contre, t'as vu que dans les applications pro, il y a une vraie différence. Oui, donc, pour une entreprise qui se dit, nous, typiquement, on traite énormément de vidéos, les VOD, les montages, etc. Moi, j'ai un 5820K parce que voilà, je fais des streams où je capture 6 à 8 caméras en 1080p 60 et je stream ça derrière. J'ai pas un 5820K pour jouer à Overwatch, soyons sérieux. C'est clair. Et du coup, t'en es content, toi, ton 5820K parce que là, voilà, typiquement, dans cet arbre, dans cette jungle de pros à 6, 8, 10 cœurs maintenant, qui commence à arriver, c'est des processeurs, on le voit, qui coûtent de 400 à 2000 balles. Le vrai conseil, c'est d'acheter un 5820K ou d'acheter un 6800K. C'est des processeurs qui coûtent autour de 400-500 euros. Quand tu fais ton montage vidéo, t'as ce processeur-là, t'es très content. Qui font très bien le taf, aussi bien pour jouer que pour bosser. Donc, mais en tout cas, voilà, dans le très haut de gamme, ça bouge et on espère que peut-être Krakou, peut-être nous arriverons à mettre la main sur ce 6950 X qui fait quand même bien baver. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi si j'avais ça, tu te prends ça. Regarde, vraiment, tu te prends ça. Tu te prends un SLI de 1080.
tu te prends 60... Non, rigole pas. Tu te prends 64 gigas. Tu te prends 64 gigas de DDR4, tu prends l'écran 34 pouces G-Sync là, Acer Predator machin, t'es bien mon gars. Mais par contre, pour gérer ce nouveau pros, il faut racheter une nouvelle carte mère dernière. Jacques Seguela aime cette déclaration. Tu te prends comme la Microno 2 Tera de SSD, faut un minimum. Et là, t'es bien. Et là, non, mais tu sais quoi, on va faire dans un prochain JDH avec Pentaru. 10 000 boules le PC la pour config. On va faire la config. On va la faire. La config. Je vais t'acheter 10K coffres avec. On va vous la faire. Non, mais on va la faire. J'enchaîne vite fait parce que j'ai pris beaucoup de retard du coup. Je vais juste dire qu'il y a des... que ça bouge au niveau de la 4K, on s'est plaint 1 milliard de fois qu'il n'y avait pas de contenu 4K, qu'il fallait pas acheter une télé 4K, un écran 4K. TF1, et oui messieurs, va diffuser quelques matchs de l'Euro 4K. Ce sera sous certaines conditions, que certains matchs, que si vous avez telle box, je crois que c'est Free et SFR, mais en tout cas voilà, ça bouge, je passe là-dessus très très vite, mais c'était juste pour le dire. Dans la news que tu disais, c'était pas sur les box en fait. Si vous... Non, c'est sur les... Bon, alors, je sais que j'ai mal rempli mon filet, mais ce sera sur leur box. Et du coup, si vous avez la fibre, pas comme les gens qui habitent à Argenteuil, fuck Argenteuil, vous pouvez... vous pourrez très bientôt voir de vrais matchs de foot en 4K. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que dans le domaine de l'imagerie et de la technologie, le porno, le sport. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez que ça évolue, c'est le porno, c'est le sport. C'est vrai que la 4K c'est super intéressant pour voir un match de loin. Non, quand t'as une belle diagonale, basket, je suis d'accord. Quand t'as une belle diagonale, c'est quand même super. Et c'est très, j'exagère parce que chez Netflix, vous avez de la 4K et c'est aussi eux qui font avancer les choses. Ça dépend parce que des fois tu la prends dans les fesses, la belle diagonale, ça fait pas du bien. Hein. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé et le chrono a tourné très vite. Donc, mon cher Polo, je l'avais promis. L'ami Pentaru qui pense à nous a fait ses devoirs et il a bien fait ses devoirs parce qu'il nous a préparé ses petites news et ses petits tests en VOD. Donc si tu le veux bien, mon petit Paul, on va diffuser les deux enchaînés et on va commencer évidemment par les news de Pentaru. Vous allez voir Pentaru, the French journalist, dans son environnement naturel, dans sa piole où il y a pour 50 000 € de matos et de goodies. Voilà, on regarde ça tout de suite. Première news, c'est Asus qui, lors du Computex, a annoncé 2 nouveaux écrans, et pas des moindres, un 32 pouces avec une résolution de 5K. Donc déjà on se dit quelle carte graphique on va mettre derrière, parce que déjà avec la 1080 on sait qu'il faut l'overclocker pour arriver à des 60 fps en 4K, donc là du 5K, je vous laisse imaginer. Et ensuite, une autre annonce d'Asus lors du Computex, c'est un écran 24 pouces, mais avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Donc ça, c'est vraiment pas mal en fait pour ceux qui jouent à des jeux du style CSGO et qui ont donc du FPS vraiment à revendre. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On n'a aucune spec ni aucun prix sur ces 2 écrans. Mais en tout cas, ils ont été annoncés. Donc on va bien voir ce que ça donne et j'espère qu'on puisse les tester assez prochainement dans le journal du hardware. Ensuite, l'autre news, donc on a vu les sacs à dos VR lors du Computex, et en fait là il y a une nouvelle tendance maintenant, en fait, c'est d'utiliser des cartes graphiques dans des boîtiers externes et de les mettre sur les Intel NUC. Donc ça, les Intel NUC, en fait, c'est les petits PC tout intégrés. Et donc ils ont utilisé un module DevilBox pour connecter un GPU Nvidia sur un Intel NUC et brancher dessus un HTC Vive, et apparemment ça tourne plutôt pas mal, donc ce qui veut dire que voilà, avec un petit PC du style NUC vous pouvez utiliser l'HTC Vive sans aucun problème, et donc c'est via un port USB type C avec une interface Thunderbolt 3. Voilà, donc ça peut être plutôt pas mal, plutôt que de se déplacer avec une grosse config. Voilà, avec un boîtier, un GPU et un Skull Canyon, ça peut fonctionner, et ça tombe bien parce que le Skull Canyon c'est exactement le modèle que je vais tester tout à l'heure dans le journal du hardware. Aujourd'hui, mon test, c'est l'Intel NUC Skull Canyon, le tout dernier qui est sorti par Intel. Alors je vous rappelle ce que c'est avec le NUC, en fait c'est un mini PC, c'est une spécialité que s'est fait Intel, voilà. Vous voyez un peu l'épaisseur, donc ça fait 21 cm par 11 par 2 cm 3 de hauteur, et dedans il y a pas mal de choses, c'est un vrai petit concentré de technologie et de puissance, parce que dedans nous avons ni plus ni moins qu'un i7, le 6770HQ, il y a forcément 2 ports USB en façade, donc un de chargement, c'est le jaune, 2 ports USB 3 également derrière, un lecteur de carte SD, une lampe infrarouge, voilà, un port pour le casque bien évidemment, et derrière nous avons une connectique LAN 1 gigabit, on a
ici l'alimentation, une sortie mini port display, une sortie HDMI 2, parce que oui, à la base il est fait pour faire de la 4K, alors la vidéo, pas du jeu bien évidemment. Voilà, donc en termes de connectique, il est très très complet. Après, qu'est-ce que ça donne en termes de puissance ? Eh bien, si vous vouliez compter jouer au tout dernier AAA, que ce soit The Witcher, The Division ou autre en 60 FPS, oubliez tout de suite, c'est pas du tout ce qu'il faut pour ça. L'orientation de ce truc-là, c'est plus un Media Center en 4K, ou alors si vous voulez jouer dans votre salon tranquillou à vos jeux indés qui alignent 4 pixels, ça va très bien, mais pas au-delà. À savoir que les tests sont donnés sur Overwatch en config minimum, on atteint les 45 FPS, mais sur The Witcher 3, on atteint que 15 FPS. The Division, c'est 30 FPS, toujours en configuration minimale, et sur Street Fighter V, c'est 60 FPS, toujours en configuration minimale. Donc si vous êtes prêt un peu à saigner des yeux quand vous jouez, vous pourrez jouer au AAA, mais à 25-30 FPS, voire 60 pour Street Fighter V. Mais clairement, c'est pas un choix à faire si vous voulez faire du gaming avec un PC embarqué. Par contre, c'est vrai que pour du côté Media Center, il est fait pour ça très clairement. Hein. Donc en termes de lecture de vidéo Full HD, le processeur est à 5% de charge, donc en gros, il fait pas grand chose. Et quand on passe à de la vidéo en 4K, là, le processeur monte à peu près à 25%, ce qui veut dire qu'il en a largement sous le pied. Après, la question est de dire combien ça coûte. Le modèle de base, c'est $650. Donc, il y a un disque dur 1 Tera dedans. Il y a 16 Go de RAM, donc il y a un processeur i7 dedans. Il y a du Wi-Fi 802.11ac, il y a du Bluetooth 4.2. Il y a 2 slots M2 pour ajouter des disques SSD dedans. Et la SD card que vous pouvez mettre peut aller jusqu'à 512 Go. Donc potentiellement, vous pouvez avoir quand même pas mal de stockage dans cette petite bête. Et la version SSD 256 Go, elle va plafonner à $999. Donc, si vous êtes prêt à mettre 1000 € pour un PC, qui peut pas faire tourner les AAA, mais qui va pouvoir vous permettre de faire Media Center en 4K, surtout vous ne vous privez pas, parce qu'en plus il est assez silencieux. Très clairement, et le processeur a une enveloppe thermique de 45 watts, donc c'est vraiment très très léger. Et en plus, si vous n'aimez pas les designs e-sport avec des crânes, Intel vous fournit une coque pour la remplacer, pour éviter d'avoir une tête de mort sur votre PC, mais également une plaque VESA qui vous permet d'accrocher votre mini PC, votre NUC, directement derrière votre télé. Et c'est à ça que vous voyez que en fait ce mini PC selon moi est destiné plus au marché pro pour tout ce qui est affichage dynamique, mur d'image, ce genre de choses, parce que très clairement au niveau du particulier c'est vraiment pour moi beaucoup trop cher au point de vue de la performance que ça a. Et en plus comme ça a un GPU intégré au CPU, ça n'a pas un GPU Nvidia, donc vous ne pouvez pas streamer vos jeux depuis votre PC sur votre télé, ce qui enlève encore plus de l'intérêt à cette bestiole là. Donc très clairement pour ce prix là c'est non, dommage. Si ça avait été moins cher, ça aurait pu être intéressant, on aurait presque pu dire que c'était une Steam Machine. Ah, il est vraiment très très bien, Pentaro. Gros level, hein. Grosse coupure. Il est encore en formation. Le cursus youtubeur, c'est sur 2 ans. Pentaro est un jeune youtubeur en devenir. Laissez-le prendre ses marques. Déjà, je remercie vraiment Pentaro qui fait pas l'émission et qui a quand même pris le temps de faire tout ça. C'est vraiment super de sa part. Pour nuancer un petit peu ce qu'il dit, moi je trouve le PC qui monte pas si cher que ça. Pour ce qu'il propose, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, il y a un i7 dedans, c'est un vrai PC qui fait absolument tout, vous pouvez travailler, traiter de la vidéo, etc. Bien sûr, c'est pas avec ça que tu vas jouer à The Witcher 3 en 4K, mais pour le reste, c'est un vrai ordinateur. Le truc, c'est qu'il y a des ordinateurs qui font la taille d'une tour, qui coûtent aussi cher et qui sont moins bien dotés. Donc moi, je suis assez impressionné par le côté compact, refroidissement, etc. Silence du truc. Et pour une application professionnelle, c'est peut-être pas mal du tout. On a encore une fois bien débordé, mon cher Polo. On va marquer 3 minutes de pause. On se retrouve après pour la dernière partie de l'émission. On va discuter de l'actualité qu'a retenu Chrono. À tout de suite. On va faire ça à chaque fois. Putain, sonnerie réveil ou sonnerie de téléphone. Voilà, sonnerie réveil gros bill. Non. De retour dans le GDH pour la dernière partie de cette émission, une émission dédiée à l'actualité du high-tech avec Yamato, Chrono, Pentaro par la pensée. On pense aussi à Krakou qui là doit être dans un hôtel. Il est dans un hôtel en bordure du périphérique. Dans un hôtel Formule 1 légitime.
est dans un petit hôtel Formule 1, là, il finit son affaire. On va passer aux news de Chrono, voilà, qui... Écoute, avant même de parler news, moi je l'ai dit, je l'ai teasé, je veux qu'on parle avec toi de ton matériel et de comment tu... C'est mon matériel, comme dirait Ken War, c'est mon émission. De ton matériel et de comment tu es arrivé à passer d'une GeForce 980 à une 1080. C'est encore très chaud dans l'actualité, la carte vient de sortir. Pour moi, c'est pas périmé. Je voulais avoir quelqu'un qui, comme toi, avait déjà une bonne carte graphique et qui est passé à une divine carte graphique, entre guillemets. Pourquoi changer quand on est déjà là ? Alors en fait, je pense que quand on veut passer à une 1080, quand on a déjà une 980, tout tourne bien, voire très bien, mais pas quand on est sur un écran en 1440p. C'est-à-dire que j'ai une résolution moi, de 2560 par 1440. Ah voilà. Heureusement, j'ai le G-Sync qui permet de pallier aux chutes de framerate que je peux avoir dans un jeu comme The Witcher 3 par exemple avec tout à fond. Mais malgré tout, je sentais que parfois ça pouvait tousser, mais très peu. Hein. Je passe à, je sais pas moi, 39 images par seconde. Inadmissible. Ah, mais là, moi, je vois ça. J'éteins l'ordinateur. Jamais. Après le G5, heureusement, ça pallie à ce genre de choses-là. Ouais. Mais malgré tout, je me suis dit, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. Non, c'est pas le moment, mais je me suis dit, bon, tant qu'on peut, autant le faire. Ouais. Donc j'ai pris 1080 et là, pour le coup, The Witcher, c'est du 60 par seconde, mais stock, rien à faire. Tout à fond. Rise of the Tomb Raider, c'est pareil, ça tourne parfaitement. En fait, tous les jeux là, tournent tu m'intéresses. En 2K, donc le 1440p, c'est le 2K. 2,5K en fait, en réalité. Je sais pas pourquoi c'est 2,5K. Les gens disent 2K, mais c'est pas vrai. Parce vrai. que c'est plus facile. Ouais. Ah, donc ça consomme quand même énormément de ressources. En fait, t'as 70% de pixels calculés en plus. Pour te donner des chiffres très simples, quand tu veux faire tourner un jeu en 1080p, 60 images par seconde, ça calcule 124 millions de pixels par seconde. Quand tu veux faire tourner le même jeu en 2560 par 1440, ça calcule 214, je crois, millions de pixels par seconde. C'est violent. C'est 100 millions de plus. C'est violent. La différence, elle est violente. Et du coup, est-ce que... je veux dire, dans quelle optique, toi c'était parce que tu as un écran qui te demande plus de ressources. Déjà, c'est quoi comme écran ? C'est un Asus ROG 27.9Q, je crois. C'est un 279Q, ouais. Ouais, c'est ça. En IPS ? IPS, c'est le tout dernier. Alors, Yamato spécialiste des écrans. C'est un bel écran. Est-ce un bel écran ? C'est un bel écran. Le prix est tout sauf raisonnable, mais c'était un écran magnifique. Pour le jeu, c'est du plaisir en barre. Donc du coup, c'est une cohérence aussi par rapport à ton écran. Tu vois, oui. En fait, acheter une carte graphique en rapport avec la résolution et l'écran avec lequel vous jouez. Je conseillerais pas forcément à quelqu'un de prendre une 1080 pour du 1080p 60 images par seconde. Ça, c'est sûr et certain. C'est overkill. C'est exactement ça. Une 1070, les premiers benchmarks commencent à tomber. Quel intérêt de prendre 1200 cm3 si c'est pour rouler sur le périph'. Je suis pas tout à fait d'accord par contre, parce qu'il y a des gens qui ont un écran 1080p certes, qui pourront pas changer et de carte graphique et d'écran en même temps parce que changer les deux c'est trop cher. Du coup, ce qu'ils vont se dire, je sais pas, le mec a une 560, tu vois, le mec a une 560, le mec a une 660. Ouais. Là, en 1080, il galère. Ouais. Sur certains jeux, tu vois, sur les jeux récents, il commence à galérer vraiment. Il joue en moyen où il baisse la résolution. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va dire, bah oui, je vais quand même m'acheter, change tous les 2-3 ans, je vais m'acheter la meilleure carte que je peux. Et du coup, je serai parfait en 1080p, mais je serai aussi parfait plus tard quand j'aurai les moyens de changer d'écran. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais si le gars, pour moi, achetait une 560 ou une 660, c'est qu'en fait, il visait le compromis à l'époque. Et qu'à mon avis, s'il vise encore le compromis... Ah, ça veut dire que c'était un petit joueur. Il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres, je veux dire. Voilà. Même sans viser le compromis, enfin, une 1070, c'est quand même légèrement au-dessus d'une Titan X et d'une 980 Ti. C'est quand même énorme. Pour le coup, tu paies 300 € moins cher. Donc pour moi, c'est un meilleur rapport par rapport à 2080. Après, si tu veux par la suite changer, passer sur du 4K, oui, tu peux faire un investissement sur l'avenir, mais c'est pas raisonnable. D'accord, donc je comprends vraiment ce que tu veux dire. Et du coup, tu as eu ta 1080. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, t'as revendu ta 980, tu l'as filé à un pote. Pour l'instant, ouais. Mon père. À ton père, voilà, il va pouvoir faire du. Il va upgrader sa 480 un peu vieillissante. Ah ouais, d'accord. Donc dans la famille, il y a trafic interne de caméras. C'est moi, si quelqu'un a une 970 à donner, je suis chaud. Hein. Une quoi? Une 970 à donner pour Paul? Ouais. Ah, le mec, je il télémandie des cartes graphiques pendant un live. Sinon, ça nous pose la question de savoir si la 1070 est suffisante pour de la VR en 1080p. Le truc, c'est que les casques VR sont pas en 1080p en fait. Ils sont au-dessus. Ils sont en 1440 plus ou moins. Moi, je vais être clair pour de la VR, même si la 980 Ti le fait, même si machin, prenez le mieux que vous pouvez. C'est-à-dire que plus vous prenez. À partir du moment où tu as le fric pour mettre 700 balles dans un casque. C'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est très important. Ouais.
En fait, concrètement, pour la VR, la 1070 le ferait éventuellement parce que selon les premiers tests de la 1070 que j'ai lus aujourd'hui en 2K, comme tu dis, ça tourne très bien, tout à fond. T'as quoi 14 images par seconde. Enfin non, que je raconte. Ça, c'est en 1080p. Mais tu dois être autour de 57 quand la 1080 est à 65 ou un truc dans le genre. Mais être au-dessus de 60, psychologiquement, c'est très important. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, c'est suffisant pour la VR en l'état. Surtout que les jeux en VR, c'est aujourd'hui pas des gros jeux d'un point de vue gourmandise, entre guillemets, d'un point de vue calcul, quoi. Donc toi, c'est peut-être ce que tu t'es dit aussi. Si je comprends bien, tu aurais pu prendre une 1070 pour la 2K, 2,5K, ça suffit largement. Tu t'es dit en même temps, en prenant une 1080, je suis aussi tranquille pour la VR. Oui, mais quand tu prends 32 Go de DDR4, quand tu prends 2 Tera de SSD et quand tu prends un Asus ROG 279Q, tu prends pas une carte un peu en dessous, tu vois. C'est ça, il faut que ça aille avec. C'est cohérent. C'est ça, je veux dire, t'achètes la dernière BM, tu prends pas les sièges en tissu, bordel. C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est une question de cohérence. Être cohérent, c'est important. Du coup, moi je voulais déjà commencer par ça parce que, en vrai, on rigole beaucoup, mais il y a beaucoup de gens là en ce moment qui nous regardent, qui se disent la 1080 me fait rêver, la 1070 me fait rêver, est-ce que je la prends, pourquoi, comment, j'ai déjà une 970, est-ce que je change ou pas? Donc ça, c'est des questions de consommation, d'actualité. On va changer complètement de registre, du coup, parce que dans son domaine, AMD a un petit peu tapé fort aussi avec la 480X. Alors tu voulais analyser un petit peu cette annonce, on a déjà parlé la semaine dernière des specs de la carte, mais qu'est-ce que ça change pour toi? Est-ce que cette carte a un avenir? Est-ce qu'AMD a raison de jouer sur ce créneau-là? Alors, AMD estime avoir raison, en tout cas pour une raison qui est très simple, c'est que ils disent que 84% des joueurs, en général, visent une carte entre 100 et 300 euros. Eux, ils sont pile dans ce segment-là parce que, enfin, $300, ils disent. Oui, c'est le cœur de cible. C'est le cœur de cible du marché. La carte est annoncée à $199. C'est quand même un prix symbolique. 200 balles. Non seulement c'est symbolique, mais en plus c'est très agressif par rapport à ce qu'elle est censée délivrer en termes de performance, parce que c'est quand même 5,5 teraflops. À titre de comparaison, la 1070 c'est 6,5 et la 1080 c'est 9 à peu près. À titre de comparaison. Ouais, et ce qu'ils ont fait aussi passer comme graphe, mais je pense que c'est un peu facile entre guillemets, c'est que sur le jeu Ashes of Singularity, avec 2 RX 480, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, en Crossfire. Crossfire, pardon. Tu fais tourner ce jeu-là mieux que sur une 1080. Et pour le coup, ça revient à $200 de moins. C'est super intéressant parce que c'est la première question que j'allais me poser. Moi, je me dis 200 balles, c'est cool. Donc le Crossfire, il coûte 400 balles. Là, tu es en train de nous dire que potentiellement pour 400 balles de carte graphique, tu as peut-être plus que la carte qui coûte 800 balles. Enfin, demandez à Pintaro ce que ça donne le SLI. Enfin, c'est jamais utilisé. Le Crossfire, c'est jamais mis à part. Précisons ça. C'est là où j'ai commencé par dire ce qui était intéressant de ce point de vue-là. Mais là où je mets un bémol, c'est que d'une part, tout ce qui est Crossfire, SLI, il y a quoi, je crois, 40% des jeux, en tout cas chez Nvidia, pour le SLI, c'est 40% des jeux qui fonctionnent. Sachant que d'héritage, Nvidia met plus facilement à jour ses drivers que AMD. C'est vrai, c'est une vérité. Et deuxième chose aussi, c'est qu'ils ont pris spécifiquement le jeu Ashes of Singularity, qui est un jeu qui est AMD friendly. Qui passe bien sur AMD. T'as des meilleurs perfs. C'est un jeu qui est démontré de partout. Les perfs sont meilleurs sur AMD de toute façon. Donc, il faut faire attention à ça. Après, ce que ça peut annoncer aussi, mais ça, on en reparlera bientôt, c'est qu'en fait, vu qu'ils ont réussi à miniaturiser tout ça et à faire du teraflop à si bas prix, les prochaines itérations de consoles, notamment qui seront peut-être annoncées à l'E3, pourront profiter de ce genre de choses. C'est super intéressant ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'en fait, la Xbox One a baissé là, récemment, elle est passée en dessous de 300 euros. Peut-être que la Scorpio, comme on l'appelle, la rumeur de la nouvelle Xbox One. Peut-être que la rumeur de la nouvelle Xbox One aurait quelque chose dans ce genre-là à l'intérieur. Et si c'est le cas, c'est cohérent d'un point de vue du prix. Mais attends, c'est super important ce que tu dis, parce que du coup, cette technologie pas trop chère, machin. Attention, là je fais ma mais cette technologie-là qui produit beaucoup de puissance pour pas cher, c'est ça. Pourra arriver sur les consoles 4,5, PS 4,5, Xbox 1,5, ce qu'on veut, et donc on aurait des machines de salon beaucoup plus puissantes, quoi. Beaucoup. Là, du coup, c'est vachement avantageux parce qu'effectivement, tu sais très bien que ta machine elle est comme ça, donc tu vas complètement exploiter les deux puces. Je suis surpris qu'il nous dise c'est le processeur de la NX, mais il faut savoir que même Nintendo a travaillé avec AMD. Là aujourd'hui sur les consoles, la PS4, la Xbox et la Wii U, et la Wii U, c'est des chipsets AMD dedans. Donc effectivement, c'est intéressant pour le PC, c'est intéressant peut-être aussi potentiellement pour le marché des consoles. Et moi, même si nous on est très adeptes de haut de gamme, c'est super sain et intéressant de voir qu'il y a
Voilà, qu'il y a une réaction, qu'il y a une offre sur le milieu de gamme, que Nvidia va peut-être devoir un petit peu être plus agressif et baisser ses prix, peut-être sortir d'autres cartes aussi. C'est là aussi où je voulais, justement, tu empoignes parfaitement la dernière partie de ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que Nvidia n'a pas encore annoncé ses 1060. Par exemple. Ah oui, les 1060, 1050 Ti, 1050, c'est pas. En général, ça arrive 3 mois après. Hein. Oui. En général, il faut au moins 3 mois. Hein. Non, mais justement, c'est là où c'est intéressant. Donc, ils pourront, eux, se positionner parce qu'on sait que le très haut de gamme de chez AMD qui s'appelle Vega ne sortira pas cette année. Là, c'est Polaris. Donc là, on est dans Polaris. Et Vega sortira l'année prochaine. Donc, ça veut dire que Nvidia peut annoncer entre la sortie, donc, qui est prévue pour le 29 juin de cette année de la RX 480 et Vega, des cartes qui vont se situer justement dans cette gamme-là. Ils sont pas à ce prix-là. Je pense qu'ils seront, effectivement, ils vont lutter avec ces cartes-là en sortant des cartes à 270 €, 269 €, 280 €, pour à peu près le même niveau de perf, c'est sûr. Mais je les vois pas Nvidia descendre à. Quand tu regardes bien, c'est 420 balles, quoi. La 1070 en custom, donc pas la Founder Edition, c'est 420 €. 420 € 1070 en custom. Je pense que pour de vrai, tu peux enlever 150 € minimum, et ils vont essayer de pousser le truc pour te montrer des benchmarks qui vont, à mon avis, ils vont contre-attaquer. En tout cas, ils ont tout intérêt à le faire à ce niveau-là. Je trouve ça très 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 intéressant en tout cas, et c'est cool d'avoir une concurrence, que ça se tire la bourse sur le milieu de gamme. Oui, c'est qu'on en saura plus à l'E3 parce que la conf PC Gamer Show c'est sponsorisé par AMD. C'est vrai, il y a la conf PC. Et c'est l'année dernière où ils avaient présenté la RX 480 déjà. Ah ouais, gros succès. C'est vrai. Non, mais la 380, non. Ouais, c'était pas la 480. C'était pas la 400. Non, c'était pas la 480. Enfin, bref. Il y avait la AMD Fury aussi. Je suis sûr qu'ils vont présenter un truc là. On a beaucoup parlé de cartes graphiques. Je propose, je change un petit peu l'ordre des news, mais on va rester dans ce thème du coup, parce que je sais, Chrono, que tu voulais parler d'une carte mère. Alors ça, c'est fou. Avec GPU 1070 intégré. Exactement. Ça existe, ça va exister. Ça va exister potentiellement. Alors parle-nous un peu de ce produit. Alors c'est une carte mère de groupe chinois qui s'appelle Colorful, qui équipe une vraie 1070 en son sein. C'est-à-dire que la carte mère, elle est avec une 1070 dedans, et en fait elle a un nom assez éloquent, elle s'appelle la B150 GP104, parce que B150 c'est pour les processeurs scalés qui sont sur socket 1151, et GPU GP104, c'est le nom de code de Pascal. Voilà, les processeurs sous 1080 et 1070. D'accord. Et en fait, cette carte-là, quand on regarde la disposition des connecteurs, on voit que c'est pas une carte qui pourrait être achetée comme ça en l'état et mise dans un ordinateur. Par contre, elle va être dans des systèmes tout en un. Et c'est là où c'est quand même assez intéressant, parce que vous parliez de la semaine dernière des sacs avec VR, etc., les sacs avec PC à l'intérieur pour faire de la VR. Ouais. Eh ben, clairement, ce genre de carte-là pourrait, entre guillemets, servir ce genre de choses, quoi. Mais c'est vrai, c'est super intéressant, parce que d'habitude, ce genre de setup, on met tout en un, entre guillemets, on met des chipsets pas très puissants dedans. Des APU. Donc là, le fait de faire ça, pourquoi on aurait besoin d'une 1070 là-dedans? T'as raison de pencher vers la VR, parce qu'aujourd'hui la VR va se développer, se démocratiser, je sais pas, mais on va en parler beaucoup dans les années qui viennent. Du coup, là, t'as une solution toute prête avec la carte mère et le GPU qu'il faut. Et il y a aussi autre chose à mettre en perspective à ce niveau-là, c'est que AMD, eux, ils sont très sur les APU, sur ce genre de choses, avec le tout en un, etc. Et Nvidia a tendance à se retirer au fur et à mesure du portable. Oui, ils sont déjà retirés des téléphones mobiles. Ils se retirent au fur et à mesure, et on l'a vu assez récemment avec notamment la 980 qui était dans des ordinateurs portables, mais pas en version mobile, c'était des vrais 980. Et donc du coup, en fait, peut-être que ça va aussi dans ce sens-là. Je ne sais pas. D'accord. Mais en tout cas, c'est l'annonce de ce produit peut permettre d'analyser certaines tendances à venir. On va peut-être passer un petit peu chez... tu voulais parler d'un processeur AMD, le Zen. Alors, oui. Donc, ils ont sorti un processeur au pif. Zen, le pif. Oh là là, Yamato. Interdit, carton rouge, carton jaune, Yamato. Donc au Computex, en fait, lors de la conférence AMD, ils ont présenté leur prochain processeur qui s'appelle le Zen, qui ils annoncent, enfin déjà c'est 8 cœurs, 16 unités de calcul, et ils annoncent 40% d'instructions exécutées à chaque cycle en plus par rapport au modèle précédent. Sachant que par rapport au modèle précédent, si tu compares à du Intel, ça n'atteint pas le niveau de Intel, mais malgré tout, ça peut leur permettre... Ils étaient déjà plus que 40% derrière. Mais ça peut leur permettre, en tout cas, d'arriver en force avec un prix agressif sur un segment qui est littéralement vampirisé par Intel au niveau des joueurs, entre guillemets, PC qui visent un peu plus, enfin l'excellence, on va dire. Voilà. Ok, AMD, de toute façon, c'est un peu leur créneau. Maintenant, ils se positionnent sur le milieu entrée de gamme, quoi. Voilà. Oui, et après, là, ça va être du haut de gamme, du coup.
Et apparemment, ça entre en production au 3e trimestre et pour une sortie soit en fin d'année, soit début 2017. Il faudra voir les prix parce que même le haut de gamme d'AMD peut rester moins cher que ce qu'on trouve ailleurs. Exactement. Notamment les processeurs à 2000 balles d'Intel, comme on a pu le voir en début d'émission. On enchaîne avec Samsung qui va faire des prouesses de miniaturisation apparemment sur les SSD. Ouais, ils vont sortir un SSD, donc 128, 256 ou 512 gigaoctets, qui sera aussi petit qu'un chocolat, qu'un carré de chocolat en fait, donc tout petit truc. Est-ce qu'on peut le manger ? Alors, on ne peut pas le. Moi, je le mangerai pas vu le prix qu'il doit coûter. Ouais. On n'a pas de prix, donc pour l'instant on n'a pas de prix. Et en fait, il sera directement intégré dans des cartes mères, forcément, parce que tu peux pas le brancher ce truc-là. Donc ce sera dans des chipsets sur mon portable ou ce genre de choses. Et donc, alors avec une vitesse d'écriture de 900 mégabits par seconde, ce qui est énorme, et une vitesse de lecture à 1500 mégabits par seconde. Donc en plus d'être petit et léger, c'est performant. Voilà. Donc bon, c'est... Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas de prix parce que ça peut nous intéresser. Bon, allez, on va accélérer chrono parce qu'on approche de la fin de l'émission. Tu voulais parler d'un écran 180 Hz. Ouais, alors là, t'as donné toute la surprise d'entrée de jeu parce que tout le reste, c'est basique. C'était ça le basique. Alors, qui c'est qui sort ça Alors, c'est un Asus ROG. Ouais, ok. Attends, peut-être ton prochain écran. Non, c'est du 1080p. Ah bah non, alors... C'est une dalle TN en 24 pouces. Donc, en fait, si tu veux, on regarde la dalle, on regarde la résolution, ça reste basique. Et puis, c'est G-Sync, donc ça, c'est quand même quelque chose de sympa. Mais, hop, le truc en plus... c'est le 180 Hz, donc parce que Asus était déjà sur, entre guillemets, en termes de fréquence de rafraîchissement au-dessus avec leur 165 Hz par overclocking, et là c'est du 180 Hz, donc du coup à qui ça s'adresse? En fait on n'a pas de prix. Ça s'adresse à Ken Bogard. Donc en fait on peut s'attendre à un truc qui pourrait être intéressant au niveau du prix parce que c'est entre guillemets que du 24 pouces et que du 1080p, mais par contre vu que c'est 180 Hz et que c'est du ROG, je pense que ça va coûter cher. Alors Yamato, notre expert écran, profitons-en. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi un écran 180 Hz? Poudre aux yeux, utile, pour les nazis du framerate. Moi je vais être franc, je pense que ça sert à rien. Déjà le 144 Hz pour moi ça servait à rien parce ça sert à rien. Ben en fait, tu peux avoir 180 vraies images secondes. Les essais scientifiques en termes de rafraîchissement de framerate ont montré qu'au-delà des 80-90 Hz, l'œil humain ne voyait plus la différence. Oui, mais tu vois la différence de fluidité. Parce que franchement, j'ai joué sur du 144 Hz et sur mes écrans de base à des jeux comme CS, tu vois vraiment une différence. Je pense et que c'est pas un effet placebo de merde. Ben pourtant, tu plaçais les gens dans une salle avec différentes fréquences de 60 jusqu'à truc, en disant voilà c'est pas dans le même ordre et les gens étaient incapables de placer dans l'ordre au-delà de 90. Donc pour toi, au-dessus de 90 images secondes. Alors il y a souvent des gros débats 30 images, 60 images. Il y a Joe Musashi qui dit un lieu commun qui est strictement faux. Si au-delà de 24 FPS on voit une différence, mais je pense qu'il troll. Donc en fait la différence entre 30 et 60, tout le monde est d'accord qu'il y en a une. Par contre toi tu dis qu'au-dessus de 90, là par contre on n'arrive plus à faire la différence. En fait, du coup, les essais effectivement montraient qu'au-delà de 90, tu voyais plus la différence. Enfin, après, il y a des intérêts apparemment. Il y a quelque chose qui fait que quand tu as un gros framerate, t'es moins sensible. En fait, tu vois moins les micro-freezes. Enfin, le framerate est plus lissé. Donc même si ton œil voit pas la différence, en termes de feeling, quand tu joues, il y a une différence. Okay. Il y a beaucoup de joueurs de Counter-Strike notamment pour la motion sickness peut-être, non? Pour la VR, j'ai souvent entendu il faut tant d'images par seconde. Il faut du 90 parce que sinon t'as plus de motion sickness ou t'en as quand même à 90 sur les gens un peu sensibles. Mais ça c'est un autre problème, ouais. D'ailleurs moi j'avais lu, je recommande à ceux qui sont intéressés d'aller voir sur Nofrag, ils avaient fait un article en 2012 très bon site Nofrag. Très très bon site. Ils avaient fait un article en 2012 sur la réalité des images par seconde, la perception de l'œil humain, et c'était vraiment un très gros dossier et très intéressant. Moi, j'avais. Qui doit toujours être d'actualité. Okay. Il est toujours d'actualité. Du coup, allez voir ça. C'est assez objectif sur le coup. C'est allez sur Nofrag. Allez, on termine avec une dernière news, mon cher Chrono. On va parler de Zen encore une fois. Zenbo. Mais c'est pas exactement la même chose, et c'est toujours chez Asus. C'est chez Asus. En même temps, Taipei, c'est un peu leur fief parce qu'ils sont originaires de là-bas. En fait, ils ont présenté une sorte de petit robot au design mignon qui fait moins d'1 mètre, qui se déplace en roulant et qui en fait peut répondre. C'est Wall-E quoi. Ouais, ça ressemble un peu à un mélange entre Wall-E et BB-8. Oui, c'est ça. Ouais. Et qui peut répondre aux questions, à des questions simples. Il est là pour aider toute la famille. Dans la vidéo promotionnelle, on montre par exemple qu'il aide papa à raconter une histoire à sa petite fille ou alors qu'il aide maman en cuisine.
il rappelle papy de prendre ses médocs et de mettre ses couches. Enfin bref. Il peut se lier aux objets connectés de la maison. Donc du coup, tu peux lui demander d'éteindre la télévision, tu peux lui demander de fermer tes stores. Donc en général, on a beaucoup de présentations de ce genre de choses-là. On a une vidéo qui galère un petit peu, mais ça donne une idée. J'aurais pas dû la mettre en Full HD. Non, en fait, c'est surtout que je l'avance rapide en fait. Ah d'accord, bah ok. Bah vas-y Polo, n'hésite pas. Regarde-moi comme ils ont l'air heureux avec leur robot. C'est ça, tous heureux avec leur petit robot. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'il est annoncé à $599, ce qui est peu pour quelque chose dans ce genre-là. Mais quand carrément. tu compares à ce qui se fait. Donc, du coup, bon, c'est pas quelque chose que moi je prendrais, parce que je suis pas le cœur de cible, on va dire. Mais pourquoi pas? Tu sais quoi? Je crois qu'on va se l'acheter. Pour le tester. On va se l'acheter pour le JDH et ce sera la mascotte du JDH et toutes les semaines il sera là, il se promènera, on lui mettra des coups de latte et tout. Non mais on se venge, on évacuera toute notre haine sur ce pauvre robot. Non mais écoute, c'est quoi? Moi je vais en parler avec Asus. Je vais leur dire filez-le nous, on en fait la mascotte du JDH. Ça pourrait être super cool en vrai. Un robot. On n'a pas de mascotte dans le JDH, quoi de mieux qu'un robot? Pour moi, la mascotte, c'est Pentaro, personnellement. C'est Pentaro? Bah ouais. On lui mettrait une casquette et une chemise à carreaux au robot. Et comme ça, ce sera Pentarobot. Non, Dark and Soul. De toute façon, tu peux pas avoir de FreeSync en même temps que le G-Sync. Oh, arrête de. c'est vieux débat. Non, c'est vrai. Ce sera Pentarobot. Ok, bah écoute, IP, toi, tu trouves ça intéressant quand même? Essayer quoi. Pourquoi pas essayer. En salon. Bon. Pourquoi pas, 600 balles le robot. Voilà. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup. Alors en fait, il sert à quoi? En fait, il sert à t'aider à tout en fait. Tu demandes une recette, il te donne la recette. Il a pas de bras? Il a pas de bras, mais bon, il t'aide pas. Pas de bras, pas de chocolat. Regarde, il a un petit écran. Regarde, Polo, il t'affiche les infos. Mon téléphone portable, il a aussi un petit écran. Sauf qu'il vient pas vers toi, ton téléphone portable. Mais ouais, non, il est éteint sur moi, donc ça va aussi. Mais t'es obligé d'appuyer sur un bouton pour éteindre ta télé avec. Là, tu lui dis, ouais, éteins la télé, ou alors augmente le son. Il fait quoi? Il fait un coup de boule au truc? J'espère que la reconnaissance vocale est top, par contre, parce que sinon, tout foire. Et bah voilà, c'était sur cette news robot le journal de l'arnaque qu'on va conclure l'émission. Moins un journal de l'arnaque que la semaine dernière, parce que la semaine dernière avec Raku là et ses news craquées, franchement. Putain, mais le mec il remet tout sur la gueule de Krakou, alors que c'est principalement ça. Je rigole, c'est ce qui avait le plus préparé. Krakou avec sa maîtresse d'ailleurs. On va Krakou, oui, pour lui. On pense à Krakou lui. qui doit se sentir il nous regarde, je pense. Il doit se sentir plus léger alors qu'il est. Nous regarde. On vous fait des gros bisous, on vous remercie d'être là comme chaque semaine. En vrai voilà, on vous tonne beaucoup, on vous provoque beaucoup, mais l'émission marche super bien et c'est très agréable de la faire. Même si cette semaine on était un peu en PLS, un peu malade. Merci Yamato, merci Chrono d'être venu. Chrono qui tape donc à TV5 Monde et que vous allez à mon avis revoir de temps en temps. On va le revoir cet été, ouais. De temps en temps dans la rotation de l'équipe du JDH. Je sais que tes interventions ont plutôt plu au public. Merci à Polo en régie qui a assuré tout seul comme un chef. Ouais, il était tout seul et c'était pas facile. Ouais, voilà. Et la semaine prochaine, le JDH sera en fin de semaine. Ce sera vendredi parce que la semaine prochaine c'est l'E3 et qu'il y a des émissions de ouf toute la semaine. On va être crevé, on va être en PLS. Et du coup, on a déplacé le JDH au vendredi après-midi. Je serai pas là, vous avez fait exprès. Tu seras pas là. Et normalement, Pentarich sera juste revenu des USA. Je vais faire mes sujets en vidéo. C'est-à-dire que Pentaro est USA, il va faire le French Journalist là-bas. Il va revenir avec son casque à $400 et en fait, il va venir dans l'émission nous le montrer. En fait, ce sera vendredi après-midi. Si vous savez déjà qu'il y avait le boss qui sortait, il le voulait. Ah mais c'était un prétexte, voilà, c'était un prétexte parfait pour aller aux États-Unis. On vous fait des gros bisous, on vous laisse avec Monsieur Karaté qui va commencer dans à peine 3 minutes, et toujours à l'heure évidemment, pour son émission. Un petit jeu indé, le magazine du jeu indépendant qui fait référence en France. Je pense que c'est un peu le meilleur magazine là-dessus. On vous laisse des bisous, à la semaine prochaine, ciao tout le monde. Bye bye.